Merci, bienvenue au Zénith et on salue l'ensemble des magistrats camerounais, tout le corps judiciaire qui était concerné par toutes les dernières assises du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats, on en parle parce qu'il y a le cas de la Cour d'appel du Centre. C'est une juridiction qui a souvent été citée comme un mauvais exemple dans le processus de déroulement des cas de justice au Cameroun avec des décisions contradictoires et alambiquées sur bien des affaires qui sont connues. Alors, ils sont d'accord sur la sellette, le procureur général près la Cour d'appel du Centre, qui n'arrive pas à nous donner une indication de ce qui se serait réellement passé sur le cas de l'ancien évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Benoît-Marie Bala. Voilà, Jean-Marie Benoît Bala, dont on attend et on espère vivement que les enquêtes iront jusqu'au bout. On a quelques premiers éléments autour de cette scabreuse affaire. Attention, il va falloir vraiment qu'on nous dise quelle est la vérité autour de ce cas difficile. Ça fait bientôt une dizaine de jours que l'enquête a été mise sur pied, mais on attend toujours, et sous d'autres cieux malheureusement, ou alors heureusement, on a souvent assisté à une belle forme de célérité en cette matière. Charles Hamel, bonjour, bienvenue, bon début de semaine. Bonjour Sam Severango et bonjour à tous les téléspectateurs. Et un salut particulier à Jean-Luc, qui aujourd'hui commande 6 personnes sur les 150 à lui affecter lorsqu'il commençait cela. 144 décédés, aujourd'hui ne sont que 6, c'est bien. Ça va au Conseil économique et social, c'est bien. Le fameux Conseil économique et social au Cameroun, une belle coquille vide également, un gouffre à sous dont on ignore à quoi il sert. Bienvenue, bonjour à vous Megui Mapoko. Bonjour Sam Sévérin, bon week-end tu as passé? Ben oui, on peut le dire. D'accord. Mais bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin et j'espère que vous entamez la semaine du bon pied. Voilà, Mbambong Bengan, bonjour. Bonjour Sam, je salue particulièrement le préfet du département de Foundi Sam. Il a refusé de se plier à la loi et surtout au conseil municipal de Yaoundé 6 qui avait pourtant 2 candidats. Il a préféré renvoyer l'élection de l'exécutif communal de Yaoundé 6 parce que le RDPC n'a pas pu trouver un consensus. Le comité central représenté à cette opération effectivement par le ministre Henri Eyebéayi ici qui est allé avec une liste consensuelle, rejeté malheureusement. Le cas de la succession de Paul-Martin Lolo décédé en janvier dernier se pose avec acuité là-bas à Yaoundé 6. On est en dehors du droit totalement parce que le préfet, dites-vous, n'a pas voulu respecter cela. Alors je vous rappelle qu'au cours de cette édition, nous sommes le lundi, généralement on aborde les questions de santé et la problématique de ce matin concerne nos médecins en réalité, parce que vous le savez, ils sont sur pied de guerre, si vous me permettez l'expression, depuis quelque temps. En tout cas, ceux qui sont membres du fameux CIMEC, le syndicat des médecins camerounais. On en reparle tout à l'heure avec l'un de leurs représentants, parce que ce lundi devait normalement se poursuivre le mot d'ordre de grève qui avait été lancé. Voici le début effectif de ce programme avec vous, Tendance. Bonjour. Bonjour Sam Severango, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais dire bonjour aux hommes Yakuza. Je vous salue, les Yakuza. Est-ce qu'on doit inviter son ex à son mariage? Point d'interrogation. La même chose que la femme et l'homme. Est-ce qu'une femme doit inviter son ex à son mariage? Point d'interrogation. Est-ce qu'un homme doit inviter son ex-femme à son mariage? Point d'interrogation. Ma copine est en train de passer les moments difficiles, Sam. Elle m'a parlé samedi en pleurant. Elle me dit, je vais faire comment? Dites-moi ce qu'elle veut faire. Son gars l'a poignardé au poumon. Même pas au cœur, au poumon. Ça fait 5 ans qu'elle avait un homme, Megui. Comme tu entends comment certains hommes veulent nous tuer. Elle sortait avec un homme, ils ont fait 5 ans. Après, les deux ne s'entendaient plus. Le duel est fini. Mais sauf que ça fait pratiquement 6 mois qu'ils se sont séparés. Hein? Le gars l'a appelé samedi. Fais vite, je vais te voir, il était 12h30. N'est-ce pas aussi, elle quitte aussi, elle ne peut pas voir le gars. Le gars l'amène dans un restaurant chic de la place, en bon français, que chou passe ta commande. Dans sa tête, elle croyait que le gars l'appelait encore pour la réconciliation. C'est pas ça qui s'est passé. Le gars a dit, bébé, je voulais te dire qu'elle Josiane, que tu es une fille bien, respectueuse, attentionnée. Donc le gars a parlé le gros français. Mange ce que tu veux. Pendant les 5 ans que on a traité ensemble, tu as toujours été bien. Mais sauf que, comme on s'est séparés, je préfère que tu sois ma meilleure confidente. Voilà ce que je te donne. Mais donne-moi un papier et te montre. Que voilà ce que je te donne. Tiens, c'était comme ça le billet d'invitation pour son mariage. La fille est devenue folle.
que ça me sert à quoi si tu me donnes le billet de ton mari? Il dit que non, on s'est séparés dans les bonnes conditions, mais on devient amis, je me marie dans 1 mois. Elle a chuté ça. Donc où je suis là, papa, pardon, donnez-moi les conseils. Et en me donnant les conseils, ma copine va aussi écouter pour voir si elle peut se calmer. Dans cette elle dit que le gars lui a manqué le respect total. Que le gars veut sa mort, que le gars n'avait pas besoin de l'inviter pour qu'elle vienne voir son bonheur. Donc, où elle est terrorisée, ça. Alors, première question à vous, Charles Hamel, je vous la pose. Doit-on inviter ou alors doit-on accepter même une telle invitation lorsqu'elle survient de votre ex qui se marie finalement? Est-ce que, comme pour la copine de tendance, on peut parler d'un manque de respect? Alors, pour être franc, Sam Sévérin, oui, on peut. Dans la mesure où vous vous êtes clairement donné, vous avez clairement défini vos points de vue, ok. Nous ne pouvons pas aller ensemble. Oui, on s'est rendu compte qu'on était divergents sur de nombreux points. Vas-y, sois heureux. Toi aussi, vas-y, sois heureux. Si tu as un quelconque problème, je serai là. Si j'ai un quelconque problème, toi aussi, tu seras là. Merci, au revoir. Je pense qu'à ce niveau, on s'est tout dit. S'il y a un bonheur, si tu as ton bonheur, je vais t'assister. C'est comme le malheur. C'est tout comme le malheur. Vous allez assister et puis vous serez surpris de voir la fille vous dire, je te présente mon gars, je te présente mon époux, je te présente mon mari. Oui. On va, et je vais même, je mange bien et je bois bien, Sam Sévérin. Je vais pour souhaiter ce bonheur, pour te souhaiter ton bonheur, si tout s'est bien passé. Mais dans le cas où il y a eu contradiction, c'est-à-dire on s'est séparés dans les problèmes, vraiment je ne vois pas ce que je viendrai faire, je ne vois même pas si, je ne passerai même pas, et même ton coup de fil je ne le prendrai pas, ça sera tout. Alors, Megui, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie quelque part? Parce que peu importe la façon avec laquelle vous vous séparez, en bon ou en mauvais terme, moi j'ai du mal vraiment à aller assister au mariage d'une ex, parce qu'en souvenir même des bons moments, je pourrais être dérangé de voir ce bonheur-là. Non pas que j'ai forcément quelque chose contre, mais très honnêtement, moi je crois qu'il y a un problème. Je ne sais pas quel est votre avis. C'est vrai que bon, tout est fonction de la séparation, hein, de l'atmosphère qui a prévalu pendant la séparation. Mais tout compte fait, quand il y a séparation, ça veut dire qu'il y a mésentente, il y a un problème. Donc maintenant, 5 années après, s'ils ne sont pas restés en contact et que subitement il veut se marier et il l'invite dans un restaurant pour lui donner un carton d'invitation pour son mariage, je ne sais pas trop comment il faut appréhender ce genre de situation. Mais bon, si la séparation ne s'est pas faite de façon très houleuse, j'y assisterai. Je crois qu'il y a quelque chose de pas très net derrière. Voilà, je te salue. Pour lui donner... On va assister et nous mangerons bien. Oui. Non, j'y assisterai. Si je n'ai pas... Et puis après 5 ans, j'aurai sûrement Vous refait pouvez vous ma vie passer juste aussi. un SMS pour dire, écoute, moi je me suis marié entre-temps, et puis ça reste là. Pourquoi l'idée de carton vous dérange, Sam Sévérin? Je veux dire que s'il a pris la peine de l'inviter aussi, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Mais s'il a pris la peine de l'inviter et de lui donner un carton d'invitation... Bon, le monsieur n'avait qu'à décliner l'offre. Enfin, je veux dire, la personne invitée n'a qu'à décliner l'offre d'invitation. Oui, elle peut décliner l'offre. Peut-être parce qu'elle a peur qu'elle se sente nostalgique. Ou alors, il est quand même vrai hein, que quand on s'est séparé de quelqu'un, que ce soit de façon plus ou moins houleuse, après, quand on revoit cette personne en compagnie d'une autre personne, il peut arriver qu'on ait un petit pincement de cœur. Ça, c'est tout à fait naturel, qu'on ait un petit pincement de cœur. Maintenant, je crois que celui qui invite cette femme-là, peut-être que c'est lui qui est un peu hypocrite, peut-être qu'il veut lui démontrer quelque chose. Il y a des personnes qui sont rancunières. Peut-être que lors de leurs échanges, quand ils étaient ensemble, la fille a dû lui dire certaines choses que tu ne trouveras peut-être pas quelqu'un comme moi, ou voilà, et il veut peut-être lui faire comprendre par cela que, écoute, j'ai pu me refaire. Tout à fait. En général, ce sont les femmes qui ont ce type de comportement, de mentalité. Elles ont besoin de se prouver quelque chose par la suite que forcément j'ai pu me refaire. Non, Sam, sur le plan traditionnel, ça se faisait. Ça se faisait et aujourd'hui on est dans une espèce d'hypocrisie. Moi je ne suis pas trop dans votre des chansons aujourd'hui, de showbiz, mais il y a, je pense, un chanteur français qui a dit au mariage de ma femme. Je suis invité, compagnie créole. En réalité, on va danser. merci beaucoup. C'est pour dire qu'en fait, nous on gérait ce problème-là. Il arrivait même que, moi, de manière claire, pas qu'il arrivait, quand vous voulez vous marier, vous pouvez trouver que votre fiancée femme a même fait des enfants avec quelqu'un. On veut avoir l'idée que celui avec qui il a fait d'enfants se comporte.
Et pendant les séances de dot de toutes ces cérémonies, il assistait. Il assistait précisément pour vous dire, à partir de ce jour, non, ce n'est plus votre épouse, c'est tel autre. Maintenant, même si ça se passe en cachette, aujourd'hui, on se donne des cartons d'invitation, on ne le dit pas, mais qui vous dit que l'un et l'autre fiancé n'invite pas leurs ex dans le mariage, même si ce n'est pas de manière découverte solennelle comme ça a été le cas. Donc, en fait, nous devons seulement nous retenir et accepter mais que c'est comme ça, on peut aussi voir, on peut y voir dans cette action le fait pour un garçon de vouloir se rassurer. 5 ans après, il peut être toujours amoureux. 5 ans après, il peut toujours être amoureux. Il veut se rassurer que la fille véritablement l'a oublié. Il peut faire ce carton expressément. On a vu des gars fabriquer des invitations pour permettre à la jeune fille de sortir de la maison. C'est pour ça que je dis, c'est toujours malsain. On n'a pas besoin de faire des expériences dans une relation qui est passée. Il peut fabriquer pour voir si la fille l'aime encore. Et la réaction de cette fille démontre qu'elle l'aime encore. Bon, alors, et si elle l'aime encore, qu'est-ce qu'on fait? C'est bonjour la catastrophe. Donc, ça ressemble tendance à une télé-réalité française qui s'appelait à l'époque sur TF1 l'île de la tentation. C'est-à-dire qu'on regroupait des tentatrices, c'est-à-dire que chacun délaissait son compagnon et on regroupait des filles qui avaient déjà choisi de laisser leur compagnon sur une île avec d'autres tentateurs pour voir, comme vous le dites, monsieur Mbachou, si elles ont la capacité de résister, si elles peuvent éprouver leur amour. Donc, je pense que ce sont des choses qu'il faut éviter. Quand on a choisi une voie, il faut... La chef, c'est de donner le poison. Tu m'invites dans un restaurant, tu me dis, mange, c'est le poison que tu me donnes. Et puis, je mange pourquoi tu m'annonces qu'il vient boire ton bonheur. Et puis, même pour l'épouse, la future épouse de ce monsieur-là, je crois que c'est un peu... ça constitue un peu un manque de considération pour cette dernière. Parce que si jamais elle venait à apprendre que l'ex de son mari est invité, il s'est déplacé pour lui servir un carton d'invitation. Je crois que cette épouse-là le prendrait très mal et ce serait compréhensible. Très bien. Alors, le moins qu'on puisse dire, ici, il y a un ou deux messages sur le sujet, c'est que les relations entre les ex sont quand même un tout petit peu teintées de quelques manques, j'allais dire, d'honnêteté. Donc, il vaut mieux vous éloigner. Quand vous vous êtes déjà séparés et que chacun a choisi sa voie, ça c'est mon opinion à moi, il vaut mieux vraiment garder les bonnes distances. Je ne veux pas savoir si on s'est bien séparé ou pas. Si on s'est séparé en bien. Sur 12 mariages faits dans la salle, il y a des Ndomba des deux côtés. Voilà, la femme invite ses anciennes, l'homme invite ses anciennes. Ils sont là. Parfois, les anciens des deux côtés se marient. Et ce n'est pas bien. Voilà. Voilà un message qui nous dit c'est de la pure sorcellerie. Séparer, c'est séparer. Pas de contact. Je ne lui conseille pas d'aller à ce mariage. En plus, qui a bu boira. Voilà. L'homme n'est pas l'ami de quelqu'un. Je peux vous dire qu'il y a des ex avec lesquels vous vous séparez aujourd'hui. Vous gardez de telles relations que lorsque vous n'êtes pas là, lorsque vous êtes en situation défectueux dans votre foyer, c'est cet ex-là qui vous prend en charge. Même pareil pour les hommes qui prennent souvent certaines femmes. Il y avait des femmes qui ont gardé de meilleures relations. Très bien. On va revenir sur ce sujet avec la suite des messages en deuxième partie de ce programme. Le temps est venu de prendre la colère. Charles Armel Mbachou, ce lundi, nous promène au cœur du labyrinthe ou encore de la vie de nos ministres, les hommes d'État camerounais et leur train de vie. Je m'interroge ce jour sur le train de vie que mènent les ministres de cette République. Ils vivent bien, nos ministres. Ils vivent bien comme ça. C'est des hommes vrais. Je m'interroge sur les grosses liquidités que gèrent nos ministres lors de leurs différents déplacements, fonds de souveraineté. Je m'interroge sur l'intarissable richesse de nos ministres malgré les multiples coups de vol subis. Suivez mon regard. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde où la notion de ministrable est des plus élastiques, car tout le monde est susceptible de devenir ministre au Cameroun, même moi. Pour devenir ministre au Cameroun, il vous faut avoir le parapluie et les godasses. Vous devez être pistonné soit par un membre influent de la mère patrie, un marabout puissant qui a guidé la main du locataire de Toudi, un collaborateur direct du chef de l'État, un membre de la famille présidentielle. Bref, vous devez vous référer à ces faiseurs de ministres tapis dans l'ombre qui attendent en retour une vraie reconnaissance. Une fois installé au poste ministériel, une belle vie, la belle vie, celle qui commence au détriment des caisses de l'État. Sponsoring à tout va, construction comme vous voyez là. C'est bien, quand on est ministre, on peut tout s'offrir. Sponsoring à tout va de toutes les manifestations auxquelles ceux qui vous ont fabriqué sont partie prenante.
contribution et participation aux événements heureux et malheureux des bienfaiteurs qui vous ont porté comme ministre, cercueil par-ci en cas de deuil, billet d'avion par là, recommandations par-ci, une enveloppe pour organiser un mariage par là, quelques litres de carburant plus loin, installation d'un chef par-ci, organisation d'un meeting de remerciement et de soutien par là, motion de soutien devant, c'est plein. N'oublions pas les marabouts, faiseurs de ministres qui, eux aussi, après la nomination de leur poulain, vont consommer leur part dans l'augmentation des organes et poudre qui coûtera de plus en plus cher. Après ces censures dans notre genre, vous avez les multiples investissements de nos amis ministres. Oui, les ministres camerounais sont de vrais entrepreneurs. Il faut se balader au Cameroun pour voir. Faites un tour à lundi, à Lokpom, à Makepe ou à Kribi par exemple. Vous y trouverez un certain nombre de grands chantiers en construction. Renseignements pris, ce sont des ministres en fonction ou des anciens ministres qui en sont les initiateurs. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, c'est des, le pluriel. Faites un tour à Hippodrome, à Oza, à Bastos, Nkolbison, vous allez vous rendre compte, tous des quartiers résidentiels de Yaoundé. Vous verrez que nos ministres ne s'amusent pas avec l'architecture. Château par-ci, chalet par-là, duplex devant, triplex par-là. Ils sont là à improviser, tous des plans importés depuis l'Occident. L'important, c'est de rentrer dans l'histoire des riches de ce pays. Avec quoi entretient-il cette maison? Point d'interrogation. La preuve, si vous voulez ces quartiers, vous allez voir à quoi ressemblent ces châteaux. Demandez à Antoine Félix Samba, il vous dira comment il a fait. Au Cameroun, nos ministres, à peine nommés, se précipitent pour acheter des terrains à tour de bras, avancer de l'argent pour conquérir des appartements parisiens, chinois, américains. Oui, nos ministres ne lésinent sur rien pour s'offrir des véhicules de marque à des coûts exorbitants pour eux et leurs familles. Une fois nommés au Cameroun, certains de nos ministres changent de couturier pour s'abonner aux grands stylistes français, italiens, américains, espagnols, sans manquer de s'en vanter. Nos ministres ne consomment pas camerounais. Ils font la majeure partie de leurs achats à l'Hexagone. Équipement complet de maison, vins et spiritueux. Tout vient de chez les cousins chinois ou gaulois. La preuve, regardez le train de vie des femmes de certains ministres. Vous comprendrez de quoi je parle. Elles ne font leurs courses que sur les Champs-Élysées. Elles sont au devant de tous en termes de cotisation. Dans les rayons du village, les associations et j'en passe. Elles cotisent et bien même. Pourtant, au fond, elles ne travaillent pas. Envoyez tous les enfants poursuivre leurs études en Europe ou aux États-Unis. À la fin, de qui se moque-t-on? À côté de toutes ces dépenses, nous avons aussi ceux dont la libido est généreuse et qui entretiennent à grands frais une horde de maîtresses. Achat de voitures, week-end dans les merveilleux hôtels 5 étoiles des cités balnéaires du Cameroun, vacances pressées à l'Hexagone, évacuation sanitaire des belles-sœurs, belles-mères et j'en passe. Voilà comment vivent nos ministres pour après se plaindre que ce pays n'a rien fait pour eux. Alors, très bien. Votre suite, on parlera des ministres comme des directeurs généraux et assimilés. Voilà, donc il y a beaucoup d'anecdotes là-dessus d'ailleurs. Parlant de directeurs généraux, vous avez parlé des Champs-Élysées tout à l'heure. Il y en a un ancien au fait comme Gérard Ondondon, parce que vous n'avez pas montré quelques images en guise d'illustration. Hein. On n'a pas vu quelques-unes de ces têtes-là. Non, c'est l'architecture. Voilà, monsieur Ondondon. Lorsqu'il arrivait sur les Champs-Élysées, il bloquait l'une des boutiques de Louis Vuitton. Personne n'entre, donc il faisait tous ses achats. Et dès que vous rentrez là-dedans, alors vous prenez ce que vous voulez, si vous êtes Camerounais. Bon, voilà, il y a un autre, Alphonse Siamsi. Oui, il prenait ses week-ends à Monaco, en France, partant du Cameroun pour Monaco. Alors, une autre anecdote, à Bruxelles, en Belgique, un ami me confiait, Sam, ici, on ne peut pas voir un ministre avec ce type de voiture. Parce que je lui avais demandé comment tu fais pour avoir cette belle mécanique. Il dit, oui, moi je suis un homme d'affaires, ce n'est pas autorisé pour un homme d'État. Les hommes d'État sont faits pour avoir des véhicules les plus banalisés. Alors, Megui, la question, je vous la pose donc. Comment vous comprenez que dès lors que vous êtes nommé, vous organisez la fête au village, dans la belle famille, je ne sais pas trop où encore, tout le temps. Ben, ce qui devait même être proscrit, parce que je me rappelle les quand fêtes. j'étais... Oui, je me rappelle que quand j'étais à l'université, on nous a donné un sujet comme ça en sociologie politique. Comment comprendre que dès que quelqu'un est nommé à un poste ministériel, aussitôt une fête s'organise dans son village. Comment interpréter cela? Donc ça devrait normalement être proscrit. Mais maintenant, en parlant de notre sujet, c'est incompréhensible qu'au vu des salaires, hein, que gagneraient les ministres d'État, moins de 800 000. Alors, 750 000. Voilà, précisément. Qu'on observe ce train de vie qu'il mène de façon publique,
que leurs enfants mènent, c'est de la pure provocation, Sam Sévérin. Et ça, au vu et au su du gouvernement, du président de la République, parce qu'il ne peut pas vous dire qu'il ne le constate pas. Pendant que les Camerounais sont là, croupissent dans la misère, on voit carrément une caste de la société qui vit de façon... ostentatoire. Voilà, oui. de façon ostentatoire, dans le chic et tout. Alors, je crois que même déjà au niveau du gouvernement, ils ont dû quand même le constater, parce qu'on se rappelle que lors du conseil de cabinet, je crois que c'était en janvier 2017, le ministre des Finances, Alamine Ousmane, a dû souligner quand même qu'il faudrait que le train de vie de l'État soit... Mais ça reste sur du papier, on le dit tout Voilà, le temps, justement, réduction du train de vie de l'État, mais rien ne change. Rien ne change. Donc, Paul Biya déjà même l'a souligné. Mais ça commence par lui-même, il n'a pas réduit son train de vie, le chef de Justement, l'État. comment donc inciter les ministres, ces ministres, à réduire leur train de vie quand lui-même, excusez-moi, ce n'est pas un secret, hein, on sait que voilà, ce que peuvent lui coûter ces voyages du côté de la Suisse, il faudrait déjà que lui-même montre le bon exemple. Alors, voilà. Bombok Mbengan, vous prenez la chose par quelle bouge? Je dois rappeler que c'est un sujet très vaste et qu'on ne peut malheureusement même pas avoir le temps de l'analyser globalement, mais tout de même, on pourra dire que l'État camerounais, c'est une vache à lait aujourd'hui. Il y a même que par la taille de ce gouvernement qui est hyper pléthorique sur le continent, je crois que c'est une belle occasion simplement de détournement et de gaspillage, une des choses qui retarde fondamentalement l'éclosion de cette nation. Absolument, ça vous avez dit les mots, c'est le gaspillage. Megui disait tout à l'heure, il faut que ce soit proscrit. Sam, c'était proscrit. C'est vrai, ce n'était pas écrit de manière formelle, mais tous les conseils de ministres tenus par Aïdjo, même du moment où le président Biya a été nommé Premier ministre en juin 1975, c'était proscrit. Il était inscrit la sobriété. La sobriété, y compris lui-même, le président Biya, vous vous rappelez, il n'avait pas de maison chez lui. Il n'avait pas de maison. Il roulait à bicyclette avec le docteur Fofé qui était son ami à Yaoundé. Et même les anciens ministres, que ce soit des finances, que Victor Kamga, Yondo Marcel, avec qui il a... Alors, à partir de quel moment on a donc basculé vers le gaspillage? Parce que vous avez parlé de sobriété. À partir de 1986, précisément lorsqu'il lance le 6e plan quinquennal, c'était, je pense, le 15 août 1986, et il disait non au FMI. Par 2 semaines, 3 semaines après, le FMI nous imposait ces conditions-là. Il fallait donc, et c'est là où on a vu, c'est comme si c'était une course à l'enrichissement. C'était comme une course, il fallait tuer tout ce qui existait. L'ONCPB, le FOGAP, Mipromalo, c'est-à-dire on avait laissé comme si on avait dit à ces membres du gouvernement qu'il faut piller les entreprises qui étaient pourtant en plein essor et dont on avait les projets véritables. Quand je parle de Mipromalo, vous regardez les anciens bâtiments de la Sopecam à Yaoundé, où l'actuel ministère de l'eau et de l'énergie, l'actuel c'est en planche pratiquement. Et les anciens bâtiments de la Sopecam au Cameroun Tribune hésite, vous verrez en bâtiment et les briques de terre, les briques. Donc il fallait aller au-delà, de telle manière que la Mipromalo puisse construire des cités SIC avec de matériaux locaux. Ça amenait les étudiants à faire des recherches sur le matériau locaux, mais également à réduire le train de vie de l'État. Et même les voitures CA, Charles Amel a parlé de ça. Vous ne pouviez pas sortir avec les voitures CA en week-end. Mais à partir de 86, on les laisse. Et ces voitures-là, ils vont être utilisées plus tard, même dans les meetings du RDPC. On va revenir à vous, Bombok. Alors, Tendance, tu vas prendre la parole, mais je voudrais rappeler ici que parmi l'une des choses qui illustrent à merveille cette gabégie au plan financier sont les voitures de luxe, donc des gouverneurs de région, préfets, ministres et assimilés, directeurs généraux. Ce que ça nous coûte, ces voitures-là. Alors moi, j'ai eu en tête une image de l'épouse du gouverneur de la région du littoral nouvellement nommé qui se rendant à l'hôpital de Daedo, puisque j'ai assisté à cela. Son chauffeur arrive, il laisse le moteur ronfler pendant toute la durée de l'audience que cette épouse devait avoir avec le directeur de l'hôpital. Et tout le monde s'en était étonné. Donc on gaspille le carburant, on a déjà ces belles mécaniques de la part des gouverneurs, on leur a fait une dotation. La 2 milliards. 2 milliards. De 200, je pense, de véhicules, là, de véhicules, de c'est 2 milliards des partis pour
les gouverneurs et tout ça. Voilà, tendance. Est-ce que tu as déjà rencontré un fils de boss, fils de ministre au Cameroun? Comment tu as su? J'ai les amis gouverneurs. Ouais. J'ai les amis ministres. Non, leurs enfants d'abord. Oui, je commence par... J'ai les copines même, que leurs papas sont des ministres. Voilà. Et quand vous parlez du gaspillage, même je ne vois pas ce qu'il y a dedans comme le gaspillage. Pour être ministre, il faut d'abord avoir un bagage intellectuel simple. Et quand tu travailles quelque part, il faut jouir de son intelligence, jouir de son travail. Le père Ondondon, sa fille, c'est ma meilleure copine. Ce qui m'énerve, quand le père de Ondondon, le condamné mon... On doit donner aussi aux autres. Aux autres comment? S'il envoie les enfants à l'étranger, il prend les enfants de ses soeurs, il les envoie en Europe. C'est toujours bien, c'est pour aider la famille. Mais dis donc, je ne peux pas avoir l'argent, je ne mange pas bien. On appelle ça article 2. L'intéressé a droit aux avantages de toute nature. Ça, regarde, je ne peux pas avoir l'argent. Au lieu de manger un bon repas, je mange le bourratif. Non, pas du tout. Je dois manger... On a compris tendance. Alors, on sort du sujet avec vous, Charles Hamel. Alors, Sam Sévérin, il faut dire que l'une des premières résolutions, et ce à quoi les membres de la société civile, les populations s'attendaient, c'est l'application de l'article 66, qui voudrait que, avant, lorsque vous prenez une fonction, vous déclarez vos biens. Ils sont nombreux qui ont travaillé. On ne refuse pas, on ne dénie pas le fait d'avoir travaillé, qui ont travaillé des années avant qu'ils ne soient nommés à des postes ministériels. Mais comme on connaît la procédure et la nomenclature pour être ministre, ce qui est officiel ne l'est pas. La preuve, il y a certaines personnes qui nous avaient dit que le chef de l'État leur a confié qu'il connaît quelques ministres. Le reste là, il y a des ministres et des ministres, pour faire simple. Donc pour dire Sam Sévérin que ceux qui arrivent ne viennent pas parce qu'ils veulent servir la nation. Ils arrivent parce qu'ils veulent se servir. Ils veulent se servir eux et les leurs. La preuve, vous allez entendre dans les villages. Nous sommes dans ce village. Depuis qu'on a nommé tel, il a fait quoi pour nous? Il n'a rien fait pour nous. Ce nous-là n'inclut pas, ne veut pas dire qu'on goudronne les routes. Non, ça inclut positionner nos enfants, ça inclut positionner nos parents, ça inclut... Il y a tellement de choses. Faites le tout dans ces villages. Vous allez vous rendre compte que les meilleures, les plus belles de toutes les plantations, ce sont les plantations de ces ministres. Chaque village se bat pour avoir un ministre. Pourquoi avant qu'il ne soit ministre, il n'y a pas de plantation? Pourquoi c'est une fois devenu ministre qu'il s'accapare de toutes les terres pour faire les plantations, qui d'aloe vera, qui d'ananas, qui d'avocat, qui de produits qui vont être exportés vers l'Europe? Autre point. Sam Sévérin en termes d'architecture, tous les quartiers de Douala aujourd'hui, lundi particulièrement, Ngoma, c'est des zones où lorsque vous entrez avec un Ndombe, je pense bien, vous allez là-bas, c'est les ministres qui bagarrent entre eux. Parce que les plus grands lopins de terre, ce sont ceux qui ont acquis. Ils ont entamé des chantiers dans cette zone. Lorsqu'on l'enlève, c'est fini. Et pour finir aussi, je voudrais savoir, est-ce qu'un haut travailleur de la fonction publique, un responsable de la fonction publique, on remarque aujourd'hui qu'ils sont devenus de grands hommes d'affaires, c'est-à-dire qu'à côté de leur fonction au sein de l'État, ils ont des sociétés, c'est de grands commerçants. Est-ce que c'est compatible? Vous faites bien de le mentionner, oui, mais je vais terminer par là parce qu'il y a le cas de parmi ces ministres-là qui affichent leur ostentation dans les richesses. Un ancien, on va dire DCC, il a été DGSN ou également ministre en charge de la Défense. Aujourd'hui, il a souvent été cité dans des cas d'enrichissement illicite également. Son nom a souvent été cité, oui, pour être propriétaire de grands établissements hôteliers dans une zone balnéaire du Cameroun. Voilà. Aujourd'hui, il a souvent été proche également de quelqu'un qui s'appelait Ghislain Joël Mboutou. Voilà, je ne veux pas citer son nom parce qu'on va être prudent. Et on dit même qu'il a fait venir une voiture de marque Bentley par avion. Alors, il affiche tellement de signes d'enrichissement qu'on se demande si c'est seulement la fonction de ministre qui doit être celle qui vous permet de servir. Il y a un autre actuellement qui est à la tête du département de la santé au Cameroun et chez lui, on a régulièrement retrouvé d'importantes sommes d'argent. C'est bien dommage parce qu'il va falloir qu'on rende des comptes à cette nation-là parce qu'il faut avoir le courage de le dire et de le dénoncer parce que ce sont des choses qui nous retardent fondamentalement. On a donc parlé du ministre de la Santé. On va continuer d'en parler parce que nous recevons à l'instant, sans transition, notre invité. C'est un jeune médecin, le docteur Franck Kwam. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam, bonjour Tendance, bonjour Monsieur Kwam Doc. Bonjour Megui. Bonjour. Bonjour Charles Hamel. Je vais dire bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox et un bonjour particulier à tous ces médecins qui, à travers le Cameroun,
se battent parfois sans moyens pour maintenir la vie chez leurs parents. Alors, Tendance, comme on peut le voir, il est assez jeune. Il me rappelle bien l'un des tout jeunes, les plus jeunes prêtres de l'archidiocèse de Douala, le père Étienne Bakaba. Alors, on va donc d'abord s'attarder en 1 minute sur son parcours, qu'il nous dise un peu comment il a commencé, à quel âge est-ce qu'il a fait sa formation. Tendance. Il est même jeune et mignon. Oui. Franck. Il a le nom qu'il porte. Les Franck, c'est les gars vraiment élégants et mignons. Je veux savoir si Franck est marié. Déjà marié. À ton âge, tu es marié, papa? Oui. Yeah. Ok, c'est bon. C'est Gérard. Je sais pourquoi il demande ça. Parce que je connais les filles au quartier qui aiment quand un gars est beau. Mais chez le tout, sinon, vous avez tiré à terre. Ton cœur est occupé. Depuis combien d'années? Maintenant, est-ce que les médecins passent toujours sur le marché, Tendance? Parce que... Oui, il passe. Il passe, les docteurs passent. Et je vais demander à Franck depuis combien d'années il est docteur? Bientôt 2 ans. En novembre, ça va faire 2 ans. Tu vois quelqu'un qui a fréquenté mes guides. On se lève un matin pour être docteur. Oh, 2 ans, jusqu'à 2 ans. Donc le docteur Franck Kwam est médecin diplômé de l'UDM, l'Université des Montagnes, qui forme donc des médecins depuis quelques années au Cameroun. Et il est membre du syndicat des médecins camerounais, le CIMEC, qui avait programmé de reprendre avec son mot d'ordre de débrayage qui avait été lancé sur l'ensemble du territoire depuis quelque temps. Charles Hamel. Oui, je vais poser la question au docteur Kwam, certainement celle de savoir, vous aurez 2 ans en novembre, 2 ans de vie professionnelle en novembre. Mais déjà, vous êtes sorti que vous êtes membre du CIMEC. Qu'est-ce qui a motivé votre intégration? Vous adhérez quand et pourquoi? Je veux savoir, juste pour savoir. J'adhère au CIMEC dès la création. Parce que si vous savez, la création du syndicat, le syndicat a été créé après que je sois sorti. Nous adhérons au syndicat par conviction. Vous dites nous? Nous, oui, c'est qui? nous, parce que à travers moi, il y a plein de médecins qui adhèrent pour les mêmes De l'UDM? Que ce soit de l'UDM, que ce soit des facultés de médecine publique ou les autres privés. Qu'est-ce qui a motivé donc votre envie d'entrer, d'intégrer le CIMEC? Pourtant, vous n'avez rien qui vous prédisposait comme revendication. Quand on est jeune, on a l'ambition, on veut travailler, on a la niaque, mais pourquoi? Justement, plus on est jeune, plus on doit penser à son avenir. Alors, quel est l'avenir d'un médecin qui va toucher pendant plusieurs années 105 000? Je ne suis pas sûr que ce médecin-là voit l'avenir aussi loin. Quel est l'avenir pour ce médecin-là qui, pour peu, qui va se plaindre à son patron dans son hôpital, n'aura plus de quote-part? Dites-moi pour quel avenir je dois rester tranquille. Il faut bien un moment ouvrir la bouche et dire trop c'est trop, il faut que les choses changent. Et quel avenir pour un médecin qui voit chaque jour mourir des patients parce qu'ils n'ont pas 100 francs pour payer une seringue? Il n'y a pas d'avenir pour ce médecin-là. C'est vrai que son engagement est assez précoce, il faut le reconnaître, et surtout que dans la plupart de ce corps-là, on retrouve très peu de personnes qui ont ce courage. Voilà. Donc c'est plutôt une chance que nous avons ce matin de l'avoir. Mais Guy, est-ce que d'entrée de jeu, tu as une question pour notre invité? Moi, je voudrais savoir, alors, quels sont vous, les médecins dans des formations sanitaires, face aux difficultés auxquelles vous êtes confrontés, c'est-à-dire de façon pratique à l'instant T, quand vous êtes confronté à des difficultés de patients qui manquent justement de seringues pour des soins, généralement, comment est-ce que vous réagissez? Merci beaucoup pour la question. Il est difficile pour quelqu'un qui n'a pas de moyens d'aider quelqu'un qui en a encore moins que lui. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le médecin fait tout en son âme et conscience. Et surtout avec les moyens qu'il a pour aider le malade qui est en face de lui. On doit vous dire la vérité. Beaucoup de malades qui arrivent dans nos hôpitaux on ne leur demande pas tous les examens dont ils ont besoin. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils ne pourront pas les payer. C'est pour ça qu'il faut beaucoup utiliser son cerveau pour trouver le diagnostic, même sans examen parfois, et aider les malades. Il y a plein de malades qui arriveront à l'hôpital et vous diront qu'ils n'ont pas eu un seul examen, mais ils ont été traités. Parce que le médecin, voyant la misère de ce malade, est obligé d'utiliser son cerveau. Or, et très souvent, on est obligé de sortir de nos poches. Ça arrive. Tu n'as même pas de quoi manger, mais tu es obligé de sortir de l'argent pour aider un malade parce que si tu ne le fais pas, il va mourir. Moi, j'ai dû, une fois, aller personnellement chercher du sang à l'hôpital militaire pour aider un malade dans ma formation sanitaire. Parce qu'il y était allé, on a dit qu'il n'y a plus de sang. J'ai dû aller me présenter en tant que médecin et sortir de l'argent de mes poches pour pouvoir sauver un patient. Ça arrive, je suis sûr qu'il n'y a aucun médecin au Cameroun qui vous dira qu'il n'a jamais sorti de l'argent de ses poches pour aider un malade. Parfois, l'argent dont il a besoin
à l'instant. Il y a quand même une contradiction lorsque je vous écoute parler de 100 francs de seringue, parce qu'on sait que le ministère de la Santé subventionne plein de pathologies. On est parti du chef de l'État avec l'affaire de palus simple, qu'on soigne gratuitement, on a les insuffisants rénaux et tout cela. Vous voulez dire véritablement que la situation est si grave que l'État ne prend pas en charge ses responsabilités au point où les médecins soient appelés à gérer, ou bien il y a des pathologies spécifiques qui prédisposent les patients à mourir? Nous reconnaissons les efforts du gouvernement pour la gestion de la santé des Camerounais. La preuve, pour les moins de 5 ans, le paludisme simple et même le paludisme grave est gratuit. Voilà. Il y a des mécanismes comme ça qui sont mis en place pour beaucoup de maladies. Seulement, il y a plein d'autres maladies pour lesquelles les malades doivent se battre eux-mêmes. Comme lesquelles? Parlez-moi des hypertendus. Parlez-moi des diabétiques. Parlez-moi des malades atteints de cancer. Si vous avez un malade atteint de cancer, je ne suis pas sûr, Charles Amel, que vous allez vous en sortir. Je suis sûr que vous m'écrirez dans le mois qui suit. Parce que ça prend énormément de fonds. Ouais. Et pour ces malades-là, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est juste quelques pathologies comme ça que je cite. Il y en a plein d'autres. Alors là, ça concerne la prise en charge globale on va dire, des pathologies dans le système sanitaire camerounais. Mais en réalité, on va revenir un peu sur la condition sociale même du médecin. Je vais d'abord lire cet extrait d'un des médecins membres du CIMEC qui nous était parvenu le 16 mai dernier, notamment à la suite d'une réunion tenue avec le ministre de la Santé publique. On disait donc que le ministre de la Santé avait reconnu avoir fait des affectations disciplinaires et que les professeurs chefs de service ont rétorqué qu'un CMA, le CMA c'est quoi? Le centre médical d'arrondissement. Voilà, un centre médical d'arrondissement, que le CMA n'avait pas qualité de recevoir des spécialistes et que dans ce cas n'était pas à l'abri d'affectations arbitraires. Par la suite, on nous dira que le ministre de la Santé avait reconnu qu'il leur a démontré le contraire. Alors, on a parlé de l'âge de départ à la retraite, on a parlé de la revalorisation salariale, d'amélioration des conditions de travail. Et par la suite, on disait que cela dépendait du ministre. Et qu'au sortir de cette réunion-là, les profs ont décidé d'observer le mot d'ordre de grève jusqu'à ce que les revendications aboutissent, car ils estiment que le médecin est un notable et a droit à un statut dans la société, c'est-à-dire un logement, de l'eau, l'électricité. Alors, est-ce que ces revendications ont abouti en partie? Parce que le mot d'ordre qui devait reprendre ce lundi a été suspendu. Merci Sam. Nous avons dit que pour l'instant, les seules avancées qu'on note, ce sont des effets d'annonce. Il n'y a rien de concret. Seulement, le Bureau national du syndicat étant actuellement en concertation officielle et non officielle, a décidé que nous devions suspendre la grève pour le mois de juin parce que, étant dans une logique républicaine et soucieux de la paix et du dialogue social, le bureau a donc décidé de suspendre la grève pour le mois de juin, seulement à partir du 17 juillet. Si rien n'est fait et que la situation reste la même, la grève sera un peu plus dure pour que enfin les Camerounais puissent avoir accès aux soins de santé primaires au moins. Quels sont les 5 points sur lesquels le syndicat n'est pas prêt à baisser les chines? Quels sont les 5 points saillants sur lesquels, si cela n'est fait, rien ne marchera? Merci Charles Amé pour la question. Je pense que vous n'avez pas peut-être lu nos mots d'ordre de grève. Il n'y a que 4 points. Il n'y a que 4 points à l'ordre du jour. L'instauration dans un délai bref. On a bien précisé dans un délai bref d'une assurance maladie universelle pour tous les Camerounais. Je veux bien comprendre. C'est-à-dire, je prends le cas vraiment pratique pour que même le piéton puisse comprendre. C'est-à-dire, M. Charles Amé, si vous faites un accident là, qu'on vous amène dans la formation sanitaire la plus proche et que vous n'ayez rien à dépenser jusqu'à votre sortie. Voilà. C'est ça la couverture maladie universelle. Personne n'est à l'abri de ça. Vous pouvez être dans votre grosse cylindrée, vous faites un accident, vous êtes éjecté, on ne sait pas qui vous êtes, vous n'avez pas de papier sur vous, et puis on ne vous amène pas à l'hôpital parce que même si on vous amène, on ne sait pas sûr que vous allez payer, on ne sait pas qui vous êtes. Première chose. La deuxième chose, c'est de cesser d'affecter des médecins sans salaire. Comment peut-on affecter un médecin 2 ans, 3 ans sans qu'il n'ait de salaire? On se demande qu'il vit de quoi? Il fait comment pour aller au travail? Il fait comment pour manger, pour payer un loyer et tout? C'est votre cas? Ce n'est pas mon cas. Voilà. Et parlant de salaire, vous le confirmez que vous percevez 105 000 francs à la sortie? Les médecins vacataires perçoivent 105 000 francs et les médecins fonctionnaires perçoivent autour de 200 000 à la sortie. Encore que ça fait parfois 2-3 ans. Qu'est-ce qui fait la différenciation au niveau du statut vacataire et fonctionnaire?
Alors, les médecins vacataires, pour la plupart, sont des médecins qui ont été recrutés dans les 25 000 jeunes. Qu'on avait lancé récemment, oui. Et les médecins fonctionnaires sont ceux qui ont fait le concours, soit ceux des universités publiques qui sortent automatiquement fonctionnaires, ou ceux des universités privées qui font le concours. Pour vous allez poursuivre. Je voudrais qu'un Bombok intervienne à ce niveau-là. Bombok, si vous permettez, parce que au niveau du statut médecin fonctionnaire, médecin vacataire, Bombok, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même d'assez grave là-dessus? Est-ce qu'on doit faire la différence entre le statut des médecins? À l'époque, on ne faisait pas ça. Ça a commencé en 1994 lorsqu'on a baissé le salaire des fonctionnaires de près de 70%. Donc, je vous le dis pourquoi? Parce que les médecins, moi je les apprécie d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils appartenaient, et tout le monde d'ailleurs, dans ce qu'on appelait Union des étudiants camerounais, qui était au sein, le président Biya n'a jamais milité, contrairement à ce qu'on pense. C'est là le véritable problème. Et ce syndicat-là des étudiants formait tout le monde à l'élévation du pays. C'est pour ça que leur première revendication me va droit au cœur. Parce qu'ils disent dans leur jargon, prévenir vaut mieux que guérir. Donc en réalité, c'est cela. Qu'est-ce qu'il arrive? Ils étaient membres de la commission de bourse que présidait d'ailleurs le président Biya jusqu'en 1968, quand il était secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, voilà, à l'époque. Maintenant, comment vous me posez la question? Justice Zoa, il n'a pas été envoyé par une bourse scolaire. Il a été à lui-même. Mais quand il rentre, même contractuel, on l'envoie à IOS. Il intègre le corps des médecins comme ceux qui sont sortis. Parce que c'est ça le problème. Parce qu'il a dit médecins vacataires, c'est ceux qui ont été recrutés dans la vague des 25 000. Absolument, c'est ça que je voulais est-ce qu'ils ont reçu d'abord la formation de médecin? Oui, absolument, absolument. C'est pour ça que je voulais. Ils ont d'abord reçu et en principe ne devaient pas attendre un recrutement spécial. Dès qu'on vous sortez, on vous prend, vous êtes contractuel d'administration. Tout à fait. Vous êtes au même titre, on voit l'équivalent des diplômes. C'était le cas de Titus Edjoua, vous l'avez dit. Titus, voilà, je viens de le citer. Lui, il a même d'ailleurs un baccalauréat à 4 ans. Et il a voulu faire la chirurgie en Italie. L'Italie, ses spécialistes viennent, on regarde l'équivalent des diplômes. Il est bien intégré au même titre que ceux qui ont eu la bourse et qui étaient à Montpellier, à la faculté de médecine de Paris. On les met au même niveau. Donc voilà la disparité. Comment? D'abord, on baisse leur salaire de 70% pour certains. On commande les disparités là et les plateaux techniques, comme il a dit, ne vont pas. Donc, alors, docteur Franck, comment on revient vous? Moi, je crois que c'est l'un des points sur lesquels vous auriez pu essentiellement insister pour qu'il y ait harmonisation au niveau de la prise en charge de l'ensemble des médecins. Je vous réponds à ça précisément. Pourquoi? Parce que vous allez voir que même ceux qui sortent des universités d'État ne seront plus intégrés de manière automatique à la fonction publique. Il y en a qui vont faire encore soit une demande d'intégration. Voilà, ils ne seront même plus intégrés de manière automatique. C'est là où le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. Mais Guy, pour une profession aussi essentielle, parce que je crois qu'on n'a pas la chance d'avoir un médecin au mètre carré au Cameroun, même dans sa famille, je ne sais pas. C'est un médecin pour mille. Et justement, dans le même sillage, je voulais demander au docteur Kwame. Donc, on a eu dernièrement des affectations disciplinaires, si on peut les appeler ainsi, du docteur Basson, qui est, je crois, neurochirurgien. Qui est neurologue. Voilà, voilà. Donc, la formation sanitaire où il a été envoyé, je crois qu'au vu c'est une CMA, c'est ça? Oui, c'est un CMA. Voilà. Est-ce que là-bas, il y a le plateau technique nécessaire qui pourra l'aider à travailler? Et par rapport à la formation sanitaire qu'il a laissée, est-ce que vous avez le retour? Est-ce qu'il y a un spécialiste dans son domaine qui l'a remplacé? Merci beaucoup. Premièrement, il n'y a pas de plateau technique dans le CMA de Somalomo pour accueillir un neurologue. Je ne suis même pas sûr qu'au Cameroun, il y a un CMA. Ça veut dire que son affectation là-bas n'aura même pas... Oui, je ne suis pas sûr que c'est dans le sens d'aider les populations qu'on affecte un neurologue dans un CMA. Première chose. Deuxième chose, à l'hôpital régional de Bamenda qu'il a quitté, il n'y a pas de neurologue qui a été affecté. Et il faut préciser qu'il a dit qu'en partant, il a laissé près de 25 malades. Oui, il faut savoir que le docteur Basson, étant le seul neurologue de tout le Nord-Ouest, était presque toujours plein. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le docteur Basson est enseignant à la faculté de médecine de Bamenda. Donc ça veut dire qu'on a privé non seulement des futurs étudiants
d'une partie de leur cursus qui est la neurologie, mais aussi on a privé toute une malades. région d'un spécialiste qui leur était essentiel. Alors, le docteur Basson lui-même aurait dû se souvenir quand même qu'il est à la tête d'une spécialité importante et ne pas se lancer dans des activités syndicales parce qu'il savait bien le risque qu'il courait. Non, c'est bon ça, moi je vous coupe. C'est même ce qu'il faut faire, Sam. Ah bon? C'est précisément pour montrer la voie, dire aux gens que si on ne se bat pas, on est perdu. Je vous prends ici l'exemple, j'aime le prendre de Achille Mbembe, qui a dit à notre époque, les jeunes se battaient pour avoir une place au soleil. Aujourd'hui, les jeunes se battent pour ne pas mourir. Or, il faut ces gens-là devant. Et rappelez-vous, vous parlez de Moumie comme UP6, mais ce n'est pas ça. Moumie est médecin africain. On l'a fait qu'à Marois, en quittant la Quintini, où il n'y avait personne. Mais il revalorise la condition de médecine là-bas et il amène les médecins et le corps médical à l'époque. Nous sommes là en 51 à s'organiser en syndicat pour que la médecine, même à Yidjo, qui les remplace, commence à se rendre compte que mieux vaut avoir les médecins syndiqués que d'avoir les médecins. Merci Momo. Il y avait, sur la question de Charles Hamel, il y avait deux autres points qui devaient être évoqués parmi vos revendications et puis on va revenir à tendance. Oui, les deux derniers points, il s'agit donc de la révalorisation du départ à la retraite. Dans un pays qui manque autant de personnel médical, c'est inadmissible qu'un médecin aille en retraite à 55 ans. Beaucoup de médecins, moi je suis vraiment parmi les plus jeunes à être formés, mais beaucoup de médecins finissent leur formation de médecin généraliste autour de 30 ans. Maintenant, ajouter à cela, parce que beaucoup font encore 3 à 5 ans sur le terrain avant d'aller en spécialisation, et beaucoup font 5 ans de spécialisation. Donc, ça veut dire que vous finissez la spécialisation autour de 40 ans. À 15 ans, lorsque vous êtes au sommet, à 15 ans d'exercice, lorsque vous êtes au sommet de votre art, il faut que vous allez en retraite. Vous voyez que c'est une aberration pour un pays en plus qui manque de personnel. Ça, c'est la troisième revendication. La quatrième, et sur ce point précis, on ne vous a rien promis du tout au niveau du... Pour l'instant, le bureau est en concertation. Ces concertations feront l'objet de communiqués à la fin. Et le dernier point, c'est la revalorisation salariale du médecin. C'est inadmissible que dans un pays, on paye un médecin 105 000. 200 000. Vraiment, dans un pays, et pour que vous offrez votre vie à quelqu'un sur un bloc opératoire et à la fin du mois, il a 105 000. Supposons qu'à ce moment-là, ils sont en train de penser au bailleur qui va toquer à sa porte le soir. Vous êtes sûr qu'il sera assez concentré pour ne pas faire une erreur? Très bien. Je crois qu'il y a ici tendance, on peut questionner le laxisme même de l'Ordre national des médecins parce que ces revendications devraient, à mon sens, être portées par l'Ordre des médecins camerounais parce que ce sont des choses qui sont... Sam, je vais te couper, excuse-moi. L'Ordre des médecins a un rôle précis. Ce n'est pas c'est pour ça qu'il y a un syndicat, c'est pour ça qu'il y a un ordre. L'Ordre des médecins a le rôle de régulation de la profession. L'Ordre des médecins s'occupe du respect des règles de déontologie et de s'assurer que tous les médecins donc ça, ça ne peut pas rentrer dans la régulation, le fait de ramener les salaires au bon niveau. Non, ça ce sont des revendications qui sont de l'ordre syndical et qui doivent être portées par un syndicat. Très bien, tendance. Je comprends pourquoi certains docteurs vendent leurs médicaments sur place. Donc ça veut dire qu'ils ont 105 000 francs de salaire. Les vacataires. Oui, donc dis-moi un peu. Les maladies comme le cancer, l'hépatite, l'hypertension, l'insuffisance rénale, est-ce qu'il y a un vaccin contre toutes les maladies là? Non, bon, là je demande, papa, je sais pourquoi ils demandent ça. Malheureusement, de tout ce que vous avez cité, il y a certains cancers, comme le cancer du col de l'utérus, qui ont des vaccins, qui sont préventifs. Mais la plupart des cancers, il n'y a pas de vaccin. Et pour les hépatites, il n'y a que l'hépatite B qui a un cancer. Pour l'hypertension, qui a un vaccin, qu'est-ce que je dis? Pour l'hypertension et pour le diabète, malheureusement, il n'y a pas de vaccin. Autre question tendance, oui. Autre question encore. Je veux savoir, le Ngomnan donne les médicaments à quelle maladie dans les hôpitaux? Je sais qu'il y a le paludisme, le VIH. En dehors des maladies là, il y a encore quelle maladie que le Ngomnan s'occupe? Il y a aussi la tuberculose, il y a aussi la lèpre. Il y a plein de maladies très infectieuses. C'est surtout la tuberculose, la lèpre, le VIH et le paludisme qui sont vraiment prises en charge de manière gratuite. Sur la prise en charge des malades en attente d'hémodialyse, parce qu'ils ont manifesté beaucoup à l'hôpital général de Douala, est-ce que vous avez inscrit ça à l'ordre du jour également, puisque c'est vous qui faites les revendications dans le syndicat? Sam, le simple fait d'instaurer une assurance maladie pour tout le monde résoudra automatiquement leurs problèmes.
puisque s'il y a une assurance maladie pour tout le monde, on pourra mieux financer le système de santé. Un système de santé mieux financé, c'est un système de santé qui est basé sur les besoins. C'est-à-dire, si à Douala, il y a 20 000 hémodialysés, on s'assure qu'il y ait des structures pour accueillir ces 20 000 hémodialysés et qu'ils puissent aller faire leur dialyse sans avoir à peur qu'on va leur demander ci ou ça. Alors moi j'ai une question que je voudrais vous poser, parce que j'imaginais que vous devez vous attaquer là-dessus, mais que non. La répartition des spécialistes et des médecins sur toute l'étendue dans les 10 régions du Cameroun. Je me suis rendu compte que les villes de Douala et Yaoundé particulièrement sont le lieu par excellence de la concentration de tous les spécialistes. Les zones comme le nord, l'extrême nord, il n'y a pratiquement pas de médecins de ce côté, encore moins de spécialistes. Pourquoi vous n'avez pas fait de ça votre cheval de bataille parmi les revendications? Comme quoi? Merci Charles Amel pour la question qui est très intéressante d'ailleurs. Notons que les villes de Yaoundé et Douala sont les plus cosmopolites du Cameroun. Donc c'est important que ces villes quand même aient un certain nombre de médecins en général. Maintenant, dans le Grand Nord en général, c'est clair qu'il y a un besoin de médecins. Malheureusement, ce n'est pas le syndicat qui fait les affectations. La preuve, lorsqu'on commence à se plaindre, on fait des affectations qui sont contraires à la pyramide sanitaire. Vous voyez que nous ne sommes pas responsables des affectations. Il est clair que ces zones ont besoin de spécialistes. Il y en a quelques, mais on peut faire mieux. Malheureusement, il y a aussi moins de spécialistes qui sont formés. Il y a beaucoup de spécialistes qui sont formés et qui reviennent lorsqu'ils ne sont pas intégrés directement à la fonction publique. Ils s'installent en privé. À tel point que même en termes de dentistes, les villes de Douala et Yaoundé ont le plus fort taux de dentistes par rapport à la ville de Ngaoundéré, à la région de la Damawa et de l'extrême nord, qui ont 2 dentistes. Vous trouvez ça normal? Chalamel, je prends de manière basique. Chalamel, ça ne fait pas longtemps. Ça ne fait pas longtemps qu'on forme des chirurgiens dentistes au Cameroun. Ça ne fait pas longtemps. Donc, excusez qu'avec le temps, on les déploie au fur et à mesure dans les autres villes. Avant, il y avait très peu, je parle bien des chirurgiens dentistes, c'est des gens qui ont fait des études pour être docteurs en chirurgie dentaire. Maintenant, il y en a un peu plus, donc ils seront déployés au fur et à mesure. Mais laissez-moi vous dire que ces zones-là bénéficient de plus en plus de chirurgiens dentistes qui, malheureusement, n'ont pas souvent le plateau technique pour exercer. Très bien. Je voudrais demander comme ça au docteur Kwam, est-ce que dans tout le Cameroun, il y a un seul hôpital qui peut se prévaloir d'avoir le plateau technique plus ou moins complet? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un hôpital au Cameroun qui ait tout le plateau technique qu'il faut. D'ailleurs, il y a très peu d'hôpitaux dans le monde qui ont tout le plateau technique. Dans les pays même les plus développés, il y a ce qu'on appelle des centres spécialisés. Vous voyez par exemple un hôpital, eux ce n'est que la pédiatrie. Ils font tout dans la pédiatrie du début jusqu'à la fin. Dans d'autres c'est un hôpital spécialisé dans la gynécologie, les autres c'est juste le cancer. C'est ça même, en fait c'est à ça qu'il faut aboutir. Que lorsque vous avez un problème de cancer, que vous allez directement à tel endroit. Parce que lorsqu'un hôpital a aussi beaucoup de spécialités, harmoniser tout ça est aussi un peu difficile. Tout de même, les hôpitaux camerounais sont-ils assez normalement équipés à peu près? On a l'hôpital de Yassa, gynéco-obstétrique là, ouais. Voilà, qui est, c'est comme, je vais dire, un hôpital spécialisé dans la gynécologie et l'obstétrique. Est-ce qu'ils ont le plateau technique nécessaire relatif à cette... Je n'ai pas d'éléments factuels pour répondre de manière claire à cette question, mais ce que je sais, c'est que dans tous les hôpitaux du Cameroun, il y a des efforts à faire au niveau du plateau technique, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient tout le plateau technique, par exemple, pour faire une autre opération de neurochirurgie chez l'enfant. Pourtant, quand on voit les bâtiments, ils sont impressionnants. Oui, le bâtiment est quelque chose, le plateau technique est autre chose. Oui, à quoi sert d'avoir... On a 3 minutes et on va sortir avec 2 dernières préoccupations. Première, Dr Kwam, le mot d'ordre qui a été différé, apprend-on, serait le fait de négociations ou alors de quelques compromissions. De concertation. Vous parlez de concertation, d'aucuns parlent de compromission avec les autorités de la santé. Est-ce qu'on n'a pas tenté de vous diviser, comme ça se passe généralement selon une idée reçue, pour pouvoir neutraliser un peu le mouvement? Oui, il y a bien sûr des tentatives, comme dans tous les secteurs au Cameroun, pour diviser le mouvement et pour l'abattre. Mais notre bureau reste fort et les membres restent mobilisés derrière le bureau pour que enfin les Camerounais aient droit à des soins de santé. Vous ne reconnaissez pas la tentative de... Bombok voulait dire quelque chose? Oui, tout à fait. C'était pour ajouter de l'eau dans son moulin. Car il y a ce qu'on appelle, même en Allemagne, en Suisse, en France, ce qu'on appelle la carte sanitaire. C'est-à-dire que vous avez mal aux yeux,
vous n'êtes pas obligé d'être à Douala, ou si vous êtes à Douala, il y a des centres spécialisés. Vous pouvez aller vous faire soigner des yeux à Bafan. Si c'est l'hôpital le plus de référence, en réalité, c'est comme ça qu'on appelle, et on a fait les plateaux techniques, et même les enseignants, pour répondre un peu à la question. Voilà, merci pour la précision. Dernière chose, oui. Alors, Sam Sévérin, ce que je voulais dire, ce n'était pas une question, puisqu'on est à 3 minutes, mais dire que ça devait être l'affaire même de tous les Camerounais. Le premier point, c'est-à-dire accompagner le syndicat, ça devait être le premier point, notamment la couverture sanitaire universelle. Je serais d'accord, Sam Sévérin, qu'au lieu que des individus soient là à côté de moi, que lorsque j'ai fait un accident, à me filmer avec leur téléphone portable pour envoyer sur les réseaux sociaux, que je sois transporté, que je sois soigné. Donc ça devait être l'affaire de Très bien, merci pour la précision. Alors, dernière question, est-ce que vous pouvez malgré tout encourager encore les jeunes gens aujourd'hui à embrasser la profession, les vocations pour devenir médecin? Déjà, on sait que les formations sont compliquées. Malgré cette situation que vous décrivez, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui sur votre métier? Alors, nous avons le devoir de dire aux jeunes que le métier est certes pour l'instant difficile, mais c'est un métier noble. Il est important qu'il y ait des médecins dans une société. Il n'y en a même pas assez actuellement au Cameroun. Je dis même pas la moitié de ce qu'il faut. Donc il faut qu'il y ait plus de médecins, il faut qu'il y ait plus de jeunes. Mais les formations sont compliquées. Pour y avoir accès aussi, pour aller à l'UDM, il faut beaucoup d'argent aussi. 1 million de francs. Bon, je sais qu'ils ont revu à la baisse. Oui, c'est autour, je ne maîtrise pas, ça fait 2 ans que j'ai pris, mais c'est au-dessus d'1 million de francs par an quand même. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne peuvent pas, mais il y a aussi une bonne partie de Camerounais qui peuvent. La médecine est un métier élitiste. Il ne faut pas qu'on se mente. Il faut y venir d'abord parce que, par conviction, n'y venez pas pour chercher de l'argent. L'argent, ce n'est pas la première chose qu'on cherche dans ce métier, c'est d'abord la santé de son prochain. Maintenant, il faudrait que vous ayez de bons salaires. Voilà, Donny Elwood, une chanson bien choisie qui est liée fondamentalement à notre thème de la colère de ce jour. Sur les avantages et autres privilèges accordés à ceux qui bénéficient de la magie du décret du chef de l'État. Ils sont d'ailleurs nombreux aujourd'hui. D'ailleurs, en passant, le clip était réalisé par Bonaventure Takoukam, un ancien grand nom du média public. Alors, on parlait quasiment de ces pontes du régime qui sont en attente, la plupart de ce décret-là, parce que le gouvernement en place est longtemps tombé en désuétude, si on peut le dire. On attend de voir le changer, même si le président en cela prend tout son temps. Mais attention, il y a quelques signes avant-coureurs. Ça a commencé avec les nouveaux directeurs généraux. Alors, M. Richard Evina Obam et Philémon Zame à l'ART et notamment à la CAA sont déjà en poste pratiquement depuis ce lundi. Et puis, on verra bien ce qu'il en sera des nouveaux dirigeants de Camrail aussi. Peut-être qu'ils vont... Non, je ne pense pas qu'ils vont se lancer dans ce type d'ostentation. On va prendre quelques messages avant la suite des réseaux sociaux. Voilà, il y a Daniel qui nous dit que ces ministres-là sont tous des bandits. Et ce qui est mauvais, c'est qu'ils se font leur richesse sur le dos des pauvres contribuables camerounais. Voilà. Donc, concernant l'histoire du jour... on a Julie qui nous dit, Sam Sévérin, voilà, qui nous dit que concernant les ex, il n'est pas normal pour ce monsieur d'inviter cette fille, c'est de la pure provocation. Ça devait donner le cancer de l'estomac. Parce qu'il dit ça, tu te souviens de ce que tu faisais avec lui avant. Du coup, ça te soulève les nerfs. Si tu tombes là, tu meurs, ta famille fait. Lui, c'est l'empête. Il ne peut pas accepter ça. Je prends le bien là, je déchire devant toi. Tu te mords de qui? Je ne refuse pas le bien, mais je prends, je déchire devant toi, je te vise avec de me tourner pas. Même en tout cas, tu m'as invité à manger, non, je vais ici au restaurant. Mais c'est le poison, ça. Très bien. Un autre message? Un autre message qui nous dit, il y a un ministre qui est arrivé dans un nightclub et il a voulu réserver une place pour s'amuser. On lui a dit que cette place a été réservée déjà tout au courant de l'année. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a payé pour 1 an cette place-là, donc il ne pouvait pas s'y asseoir. Et il a occupé un autre salon. Et pendant la soirée, il a été surpris de constater que c'est son fils, justement, qui est venu et qui avait payé donc cette place-là dans le nightclub. Donc ça va de père en fils, voilà. Ils sont tous des vrais mondains. Hein, le chien ne fait pas chat. Le chien ne fait pas chat. Ouais. Le manguier ne peut pas donner un autre fruit que la mangue, Sam Sévérin. Mais il faut dire que ces gens roulent véritablement carrosse et il n'y a pas mieux dépensier que les Ndjomba de ces ministres et les enfants de ces ministres.
je laisse les épouses parce que les épouses, à un moment donné, se ravissent. Parce que l'homme va dire, mais attends, madame, tu as dépensé assez, ça, on me contrôle. Mais l'Andjomba qui n'est tenu en rien, il faut les voir comment ils vivent. Alors, ils prennent ces fonds où là, dans les fonds de souveraineté, voilà, c'est ça. Il faut dire quand même qu'en 92, j'y ai précisément, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Sali Daïrou, avait dit clairement qu'il n'était pas interdit au ministre de faire les affaires. Et qu'on devrait même s'en accommoder, y compris tous les fonctionnaires. On n'est pas surpris. Non, le grand bombok, c'est deux pôles. Le grand bombok, c'est deux pôles. Ce sont des non-nèmes avant qu'ils n'arrivent au gouvernement, parce qu'on ne les connaît pas. Lorsqu'ils prennent le pouvoir, lorsqu'ils sont installés dans leurs fonctions de ministre, c'est en ce moment qu'on commence à découvrir qui ils sont. Des entreprises commencent à naître dès qu'ils sont ministres. Passer le cap du ministre, lorsqu'il rentre dans l'ombre, une fois enlevé, il tombe dans une désuétude totale. Il faut prendre les deux poules. Si c'était des gens qui avaient un certain statut financier, c'est qu'avant qu'ils n'arrivent, on sait déjà qu'ils ont... Et maintenant, il y a le cas de ces ministres qui ont à eux tout seuls bien d'autres fonctions. L'exemple du ministre du ciel et de la terre. Suivez mon regard, qui est tout le temps désigné président du comité de pilotage de tel ou tel grand projet structurant, en même temps signataire de tous les gros partenariats en matière d'économie au Cameroun. Et on peut comprendre que pour ce type de cas, parce qu'il a occupé de très très hautes fonctions importantes qui génèrent beaucoup de sous, on peut comprendre qu'il soit bien obligé d'afficher une certaine forme d'ostentation au niveau de son train de vie. Donc, c'est le système qui fabrique toutes ces personnes-là. Et au rang des ministres les plus mondains, Charles Hamel, on va citer le ministre secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, qui avait été à l'époque ministre en charge des relations avec les assemblées, aujourd'hui est à la tête du travail et de la prévoyance sociale. Bon, lui, il est connu de la sécurité sociale pour ses élans proches de la bonne vie, voilà, donc pour ces occasions-là, il ne s'en cache pas très souvent. Donc, alors que c'est lui qui a la charge d'implémenter l'assurance universelle, l'assurance maladie universelle. C'est vraiment qu'il a oublié. Voilà, c'est ça. Le bien connu Grégoire Ouna, voilà, vous l'avez reconnu. On va passer à la suite, c'est la revue des réseaux sociaux après. Merci Sam, merci. Pour ce lundi, on vous a concocté trois sujets justement qui font beaucoup jaser sur la toile, notamment le retrait. Il se pourrait que les passeports des ex-responsables de la Camraï aient été retirés, donc le passeport de l'ancien directeur général de la Camraï, Didier Van de Bonne, ainsi que celui de plusieurs de ses anciens collaborateurs ont été retirés. L'ancien directeur général de la Camraï est donc aujourd'hui interdit de sortie du territoire national camerounais. Il est également important de noter que, clairement précisé dans un communiqué venant toujours de cette Camraï-là, le directeur général a été invité à se mettre à la disposition de la justice relativement concernant l'accident des États. Voilà, c'est de la pure diversion d'entrée de jeu, c'est ce que je dirais sur ce coup-là. On n'a pas besoin de donner le sentiment qu'on va poursuivre aujourd'hui les responsables de Camraï. On sait que les rapports qui avaient été commis, dont on attend la publication intégrale de tous les résultats, devraient pouvoir indexer également d'autres personnalités, membres du gouvernement. Dans les premiers extraits rendus publics par le secrétaire général de la présidence, on a plutôt eu le sentiment qu'on voulait disculper les membres du gouvernement qui étaient bel et bien impliqués dans ce dossier-là. Alors qu'on désigne aujourd'hui les gens de Cambram comme seul bouc émissaire, je crois qu'on veut nous divertir. Et parlant de cette justice, on attend qu'elle nous produise les résultats de l'enquête autour de l'assassinat, entre guillemets, de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala également. C'est là où on attend la justice camerounaise, au lieu de nous dire qu'on a retiré les passeports de telle ou telle personne. Mais voilà. C'est pas mauvais, ça. Pour un début comme ça, c'est bien. Même retirer le passeport là, non. On va mener les enquêtes et voir ce qui ne va pas. J'aime mon pays. Moi, j'ai toujours dit à mes frères camerounais que ce n'est pas la peine de faire le désordre. Même quand le père veut faire quelque chose, il prend tout son temps. Quand vous vous excitez, vous bavardez, non, il n'aime pas la brutalité, il n'aime pas la violence. Il aime quand vous partez mollo. Et quand vous faites trop de bruit, ça le décourage. Voilà que vous êtes resté calme, non? Quand les perdus veulent te faire les yeux doux, ça commence tout comme ça. Tous ces grands hommes de ce pays qui sont en prison, les perdus ont tout commencé, on a confisqué le passeport. On avait commencé sur Siam Sewe.
Notre lit de bas, il devait avoir les têtes de maquereaux avec les paquets d'allumettes. À l'époque, il battait pour le meeting. On a d'abord retiré son passeport. C'était comme ça que les PV commencent. Quand les PV veulent te faire les yeux doux, ça commence comme ça. Même pour Camara, ce n'est pas mauvais, Sam. Vous voyez que quand vous êtes calme, on résout bien les problèmes, non? Même pour le cas de Monseigneur, ça va se passer dans les bonnes tendance, il faut croire que bon, ça se passe comme tu le dis. Bon. Pourquoi est-ce que vouloir engager des poursuites contre l'ancien directeur général qui n'est pas camerounais finalement? Pourquoi lui retirer son passeport? C'est là où ça ressemble à de la diversion, comme vous avez dit. Mais je pense que je partage le point de vue de tendance. Parce que quand on dit Camara et Sam, c'est deux actionnaires principaux. Il s'agit de deux personnes morales distinctes. Il s'agit du groupe Bolloré et de l'État du Cameroun. Parce que le groupe Bolloré, l'État du Cameroun avait manigancé pour que celui qui avait gagné la concession, il s'appelait Komazar, puisque ces actions puissent être absorbées par Bolloré, pour que les deux restent aujourd'hui. Maintenant, on voit le plan de Bolloré, il faudrait donc qu'on rajoute ceux de l'État du Cameroun qui sont partie prenante dans cette histoire-là. C'est là où on attend. Charles Amel, Sam Sévérin, pour attraper le poisson, il faut l'avoir le filet, il faut avoir la patience et il faut avoir le verre, pour le dire, pour faire simple. Rappelez-vous, oui, rappelez-vous de l'affaire Bissek. L'affaire Bissek avait à sa tête tout un collectif de blancs venus de l'Hexagone pour administrer. On a pris d'autres personnes, 3 Camerounais, qu'on a jetés en cellule, disant que ce sont eux qui avaient été à l'honneur et les blancs sont partis. Donc pour dire Sam Sévérin qu'on ne va pas dire que ces blancs qui étaient partis avaient fui le Cameroun, on avait la possibilité de les poursuivre. Jusqu'à présent, l'État du Cameroun a la possibilité de poursuivre. Prendre ce directeur général, c'est un peu comme dénier l'arbre généalogique. Il y a un arbre généalogique. Nous avons la tutelle, le ministre de tutelle, qui est Alain Edgar Mbengo. Nous avons le ministre des Transports. Nous avons le délégué régional ici des Transports. Nous avons le directeur ou le PCA, le directeur général de Camara. Nous avons. Je crois que l'ordre qui a été donné a suivi une sorte de procédure. Il y a plusieurs maillons qui sont entrés. Aujourd'hui, aller prendre un exécutant, excusez-moi l'expression, aller prendre l'exécutant ou interdire à l'exécutant de sortir, c'est laisser tous les autres maillons qui appartiennent à cet arbre généalogique. C'est la pure diversion. Moi, j'estime que ce n'est pas normal. On devrait commencer par entendre le sommet, l'initiateur, l'instigateur, l'ordonnateur, afin d'arriver. Faire démarrer cette locomotive. De toutes les façons, pour plus de précision, on vous conseille de lire le journal L'Œil du Sahel, parution de ces débuts de semaine, qui fait vraiment une incursion. Et là, vous le verrez sur ce dossier épineux. Sam, qu'on a aussi arrêté le cheminot qui a raccordé, hein, qu'on ne laisse pas, qu'on a aussi l'arrêté, on récupère qu'on retienne son passeport. On retient aussi son passeport. Et puis pourquoi ça prend tant de temps? Parce que sous d'autres c'est quand de telles choses surviennent, pardonnez-moi, mais on n'a pas besoin de 2-3 mois, on a déjà passé trop de temps pour faire toute la lumière sur cette affaire. Le communiqué de la présidente nous dit que ce rapport a été transmis à la justice. Et quels sont les gars qui faisaient partie de la commission? Le Premier ministre, le ministre d'État chargé de la justice et les procureurs. Donc en réalité, comme vous dites, ça n'aurait pas pu prendre autant de temps. Mais même un enfant de l'école primaire peut faire le bilan de cet accident-là. C'est-à-dire que quand on te raconte l'histoire, des gens qui se sont retrouvés à la gare par milliers, les wagons qui ont été... Parce que tout est parti de l'affaissement du pont de Maniaï, qui a fait qu'il y ait un flux de personnes importantes par centaines qui devaient rallier Yaoundé ou Douala. Donc toutes ces personnes se sont retrouvées massivement à la gare de Yaoundé. Et c'est comme cela que l'ordre est venu du ministère des Transports pour qu'on puisse raccorder, ajouter des wagons. Et renflouer les wagons, c'est-à-dire que prendre le plus de personnes que prévu. Donc c'est tellement lisible cette situation que je ne sais pas justement pourquoi est-ce que ça met autant de temps à être élucidé. Voilà, mais Guy, ce sont les choses de notre pays. Allons-y prendre la deuxième information. Voilà la deuxième information, justement, ça nous vient depuis le Gabon. Justement, cette journaliste gabonaise Wivine au vent donc suspendu de l'antenne suite à un lapsus qu'elle aurait donc commis en annonçant le décès du président gabonais Ali Ben Bongo. On se rappelle qu'il y a 8 ans, le père Bongo nous a quittés. Donc ce 8 juin-là, c'était la commémoration de la mort du père Bongo. Donc
cette journaliste, elle en parlait à l'antenne et elle a plutôt annoncé le décès de Ali Ben Bongo. Et l'équipe d'antenne n'a pas vite fait de rectifier cette erreur-là, ce qui a créé un certain émoi dans le pays et notamment aussi sur les réseaux sociaux. Donc les gens ont cru au décès de Ali Ben Bongo, c'est ça? Voilà, voilà, justement. C'est regrettable. C'est un lapsus quand même, on aurait pu lui pardonner ça. Oui, mais cette erreur vient de nous tous, qui ne savons même pas prononcer nos noms. Il ne s'appelle pas Ali Ben Bongo. Quand vous l'appelez Ali Ben Bongo, ça veut dire qu'il est le frère d'Omar Bongo. Il s'appelle Ali Bongo Bongo Odimba. Mais vous voulez mettre tout dans le Ben Bongo. Non, il s'appelle Bongo Bongo Odimba. Il est Bongo, fils de Bongo Odimba. Vous ne pouvez pas, parce que le fils de Biya s'appelle Franck Biya, il s'appelle Franck Biya, Bibi Yabim Bondo. Bon, quand vous êtes habitué à prononcer ça, à connaître ce qu'on appelle arbre généalogique, on ne peut pas se soumettre à ça. Je l'ai dit également à un autre temps, j'étais d'ailleurs avec lui sur le plateau, vous appelez Onangini. En réalité, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Ngini Owona. Ngini, le fils de Wona. Mais on renverse, on reverse et tout, des choses comme ça. Alors, c'est une journaliste, elle est seulement suspendue, donc elle n'est pas limogée, c'est ça? Mais ça me regarde, Ouais. chacun fait les erreurs, qu'on ne se trompe pas. Il y a des moments où, moi, quand je faisais pour inventer parce que je n'ai pas moi fréquenté nos Sam. Il y a mon maître, je vais taire son nom. Un jour, il était en train de nous expliquer un coup que non, quand vous voulez manger, il faut laver les mains, il faut faire ci, il faut faire ceci. Sinon, vous allez attraper une maladie. Et quand la maladie là vous attrape, vous mourrez. Il a seulement dit que non, quand la maladie t'attrape, tu mors. Le chef de classe, et même César dit non, boss. Monsieur, vous avez fait l'erreur. Il a dit non, on peut mordre la terre. Donc il a fait les erreurs, mais il ne voulait pas accepter. Mais comme vous dites, il a dit carrément que quand cette maladie t'attrape, tu mords. Le chef de classe a dit, c'est pas ça, monsieur. Il a dit non, quand cette maladie t'attrape, il voulait un peu juste après, il a dit on peut mordre la terre. C'est un lapsus. Maintenant, l'autre jour à la CATV, quand l'autre Tata Bala a fait les erreurs, on l'a suspendu. Ce n'est que l'erreur. Chacun peut. Moi, je commets les erreurs tous les jours. Et je demande pardon. Bon, c'est vrai que c'est une erreur grave de conséquences. Charles Amel Bachou, tendance fait bien de rappeler l'épisode à Adel Mbala à Tangana, qui a connu un triste sort par la suite, même si en réalité, elle a toujours son poste, je crois, de directrice de l'information TV pour la CRTV. Alors, le cas de cette journaliste vous suscite quel commentaire? Alors, Sam Sévérin, il y a ce qu'on appelle le lapsus. Il y a ce qu'on appelle des néologismes et il y a ce qu'on appelle l'hyperbole. Il peut arriver, le lapsus arrive à tout le monde. Dans le cas de Mbala, c'est une fausse information qu'elle a donnée. Ça, c'est une fausse information. Non, ce n'est pas un lapsus. Elle a donné une fausse information qui n'a pas été recoupée. Elle devrait être sanctionnée plus dur que ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons cette dame qui, certainement, pendant qu'elle lisait, pensait à Ben Bongo. Comment elle pensait à Ben Bongo, mais au lieu de lire Bongo, voilà, c'est ça, il y a cette habitude, l'habitude de prononcer le nom. Tellement elle est habituée à dire le président, son excellence, Ali Ben Bongo a fait. Donc en lisant, elle s'est dit qu'elle devait lire encore Ali Ben Bongo. C'est une récitation. On peut le comprendre, et je pense même qu'elle ne devrait même pas être sanctionnée. Une demande d'explication rendue publique devait être mieux. Ça, on peut le savoir, parce qu'elle est habituée à lire, Ali Ben Bongo, Ali Ben Bongo. Bon, c'est aussi ça, la conséquence de vouloir succéder à son père. Il a voulu succéder à son père, conséquence, il va devoir assumer. Mais il y a Sam Sévérin, cet autre point. Vraiment, j'ai été scandalé. Scandalisé. Non, j'ai été scandalé. J'ai voulu que vous me corrigiez. J'ai voulu que vous me corrigiez tous ensemble pour qu'on comprenne qu'effectivement, c'est des choses qui arrivent. Donc, pour dire que j'ai vécu de manière effroyable Sam Sévérin, en gros, mon week-end avec ce commentateur, permettez-moi que je cite de la CRTV, qui nous a servi un langage abracadabra, doté d'un hybridisme total. Vous souffrez que moi aussi je sors le mien, Sam Sévérin, parce que dire les le et les là, à la place des expressions qu'il faut utiliser le participe passé, là où ça n'existe pas. Mais je me demande véritablement qu'est-ce qui ne va pas, Sam Sévérin. Le nom du reporter je ne veux pas le rendre célèbre. Le match Cameroun-Maroc. Cameroun-Maroc. Il a dit quoi? Je l'ai donné. Même moi qui n'étais pas à l'école, non, Sam. J'ai bien peur que je devienne l'apôtre d'un individu. Moi, j'ai pas pu regarder le match. Bon, maintenant, on se rappelle quand même que depuis le fait que CRTV n'a plus bénéficié de bons commentateurs, depuis la disparition entre guillemets et de Abednego Messan et de Jean Lambernan par la suite, on n'a plus connu vraiment de commentateurs intelligents et compétents à ce poste-là. Mais depuis la dernière CAN féminine, on a quand même pu découvrir
de façon heureuse le cas de Evelyne Owona et Somba. Mais elle ne peut pas tout faire, Evelyne Owona. Maintenant, elle fait le 20h30. Bon, il y a eu même une jeune journaliste qu'on est venu chercher à Douala, Gaëlle Moudi-Ondedi. Alors, pour l'occasion du match Cameroun-Maroc, pourquoi n'est-on pas allé chercher Gaëlle Moudi? Alors, aujourd'hui, ça me permet, puisque c'est un couloir que je maîtrise un peu, de dire qu'effectivement, en cette matière-là, le Cameroun, et là, on en parle parce que récemment, on a perdu un grand nom dans ce registre, M. Zakarin Ko. Le Cameroun disait, est tombé très très bas. Je me suis retrouvé en train de regarder tout à fait malencontreusement une cérémonie de récompense des meilleurs talents en sport au Cameroun. Et lorsqu'on est arrivé dans la catégorie des meilleurs chroniqueurs de sport, et c'est Jean Lambernan qui devait remettre le prix, mais je vous assure, le nom qu'on a choisi pour arborer ce prix-là, moi j'ai tombé de nu. Une autre incongruité dans cette affaire, c'est-à-dire que la meilleure émission de télévision réservée à l'émission Grand Stade sur Canal 2 International, je suis obligé de le citer, on a attribué la paternité de la dite émission à des tartampions qui ne connaissent rien de cette affaire. L'émission Grand Stade, c'est moi personnellement qui l'ai conçue et présenté le synopsis que je détiens encore, j'aurais pu la protéger à l'OAPI, que je détiens à M. Jolikoum. Mais d'où est-il venu que les gens qui se sont retrouvés là par hasard viennent aujourd'hui faire profiter de cela? Donc c'est cette malhonnêteté au Cameroun. Aujourd'hui, on est dans l'imposture généralisée avec des commentateurs comme ce que vous citez aujourd'hui sur la chaîne nationale. Le gars a fait un reportage. Même moi qui n'étais pas à l'école, je pouvais faire le reportage. Je pouvais faire le reportage. Il a parlé un français que je sais que ça ne se dit pas. Après, il y a un jeune qui est entré au stade. Il dit non, il faut qu'on doit l'appeler son marabout. Est-ce que le journaliste a le droit de dire qu'on appelle le marabout d'un footballeur? Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai qu'on ne devait pas parler de confrères, mais quand c'est trop flagrant. C'était trop laid. Il a parlé justement de marabout. Je n'ai pas voulu te dire cela. Il a dit qu'on devait appeler son marabout. Je me suis posé des questions. Un marabout dit par un journaliste sur une chaîne de télé. Même quand on dit on peut faire le reportage que le gars l'a fait. Je dis que moi, je pense que c'est une simple erreur de casting de la part de ceux qui... Bon, Charles Ndongo, qu'est-ce qui lui arrive aussi justement? On pense qu'il aurait eu la justice de faire les bons choix en cette matière. Absolument, c'est ce que je pensais aussi. Il a quand même dirigé la rédaction pendant des années et il connaît. Et même ceux qui sont déployés dans les régions, il connaît. Bon, c'est ça qui me surprend effectivement, de manière... Ils vont dire que c'était un match amical. C'est ce qu'ils vont dire. De mettre toujours ça tout le reste d'un casting, peut-être qu'il va rectifier ça. Voilà, donc au détour de cette information concernant la journaliste du Gabon qui a été suspendue pour avoir commis un simple lapsus, on va donc dire que finalement ce métier se pratique sous nos cieux et dans nos contrées avec bien de particularités et quelques incongruités. Et maintenant, il va falloir essayer de copier quand même l'univers français, parce qu'en réalité, le paysage audiovisuel français nous présente de bien meilleurs exemples en cette matière. Donc, il faut s'en référer de temps en temps. Voilà la dernière information. Voilà la dernière information, justement, c'est cette actualité qui a été relayée sur la page de sapeurs-pompiers Cameroun. Voilà, ces sapeurs-pompiers donc qui décriaient en fait. Il se pourrait que samedi, le 10 juin, aux environs de 10 h, s'est produit à Yassan un accident. Donc, ils ont été appelés par des populations qui plutôt leur ont dit, voilà, venez parce qu'il y a un camion en feu. Et donc, ils accourent et sur la scène de l'accident, ils trouvent plutôt un motocycliste qui était sous les roues du camion et qui est décédé par la suite. Donc, ils interpellent les populations parce qu'ils se disent, mais vous nous appelez pour venir éteindre le feu sur un camion, alors qu'il y a un citoyen qui est en train de se mourir sous vos yeux, au lieu de lui venir en aide, vous vous empressez à brûler le camion. Donc quand ils arrivent, ils n'ont pas été appelés parce qu'il y avait un accident, mais plutôt un camion qui était en train de brûler. Et quand ils viennent découvrir le corps d'un motocycliste, ils sont subjugués. Et de là, ils interpellent les populations et ils se demandent où sont passées donc les consciences, le sentiment citoyen des Camerounais qui sont là, qui préfèrent le buzz, qui sont insensibles désormais aux situations macabres, aux malheurs des autres et qui se rendent justice de cette façon. Oui, tendance. Où est passé l'amour du prochain en bon français? Quand quelqu'un fait l'accident, pourquoi toujours arriver au lieu où il y a l'accident, vous prenez les photos, le téléphone, vous filmez pour mettre sur Facebook, filmez pour mettre sur Viber. Il faut être conscient. Mes chers frères camerounais, c'est votre mère qui vous parle. Pardon. Parce que le petit souffle, c'est ça. Il suffit seulement que quelqu'un te porte dans les secondes, qu'on t'amène à l'hôpital, rien que les premières injections là peuvent te faire vivre.
Mais qu'on prend encore le temps à prendre des photos, appeler les sapeurs pour qu'on vienne éteindre le feu sur le camion, entre-temps le citoyen est en train de mourir. C'est quelqu'un de ma famille. Parce qu'un Camerounais meurt, c'est moi, c'est ma famille, c'est mon deuil, ça me concerne. Donc quand vous marchez là, il faut être conscient. Maintenant qu'il est mort, vous profitez quoi? Vous n'allez pas profiter. Vous avez brûlé le camion, il est revenu, non. Pourtant, si on l'a ramené à l'hôpital, vous pouvez l'aider dans les premières heures là. Donc, encore que rien ne dit que c'est le conducteur du camion qui était en... Ouais. Ouais, comment le citoyen meurt tous les jours, ça. Lorsque vous voyez des choses, c'est des indices. Lorsqu'on vous dit que le pays est à terre, quand un pays est à terre, vous regardez le comportement social de ses citoyens. Effectivement, vous avez du mal à croire que les Camerounais qui hier étaient prompts à porter secours à leurs collègues et même à des inconnus qui se trouvaient être même des étrangers, ils en arrivent à ce niveau-là. Et la même chose se passe quand il y a un accident. On vient d'abord vous fouiller les poches. On fait des captures. Voilà, et il y en a qui vous fouillent les poches, ils prennent de l'argent, ils s'en vont. Donc voilà, au lieu de sauver le compatriote qui est là, il est en train de gémir, on brûle parce que dans les têtes des gens, ça devient qu'il faut en découdre avec tout le monde, avec on ne sait même pas ce qu'il y a et ce qu'on a. Mais je termine par là en disant, effectivement, nos institutions commencent. Vous avez parlé tout à l'heure de procureur général du tribunal, comment on appelle ça, de la cour d'appel du centre. On doit communiquer. C'est-à-dire, et ça, le comportement de sapeurs-pompiers, je le salue. Ce comportement-là, ils doivent communiquer parce qu'ils en ont fait hier pour les immeubles qui prennent des incendies. Ils doivent nous communiquer. Comment merci prendre beaucoup, Mbombok, et on va vous dire merci également à vous, Megui, pour cette revue. Mais on va, parlant de la chronique sportive, quand même, avoir une pensée particulière pour un confrère qui nous avait quitté à l'époque, qui s'appelait Issa Mamoudou. Il officiait pour Magic FM. Il appartenait donc à la bonne catégorie, la bonne graine des reporters sportifs. On peut penser également à Elundunzie, Francis Emmanuel Sitouok, Jean-Marie Watonsi aussi. Et également l'inénarrable Abednego Messon, Jean Lambert. Et au tableau des meilleures émissions en ce moment, on pourrait peut-être citer dans les émissions de radio, dans le domaine du sport, Fandena de Sky One à Yaoundé, peut-être Sport, on dit R également, de RTS et également. Bien d'autres cas qu'on peut citer en lieu et place de quelques autres qui ont été célébrés et qui ne méritaient pas effectivement d'être cités en cela. Il faut éviter l'imposture parce qu'on est dans une nation qui se veut exemplaire et savoir choisir. Mais parlant de l'autre émission que j'évoquais tout à l'heure, je crois pouvoir détenir encore, y compris la musique générique que j'avais ramenée à l'époque de la Danone Nations Cup en 2007 qui s'est déroulée à Lyon en France. Merci, on prend à présent interpellation. Voilà. Je demande, je conseille aux Camerounais de garder espoir, de ne pas perdre espoir. Le Cameroun est en train de s'améliorer, le Cameroun est en train de changer. Si à cela 10 ans, on disait aux Camerounais que tout un gouvernement se retrouverait en prison, ils n'auraient jamais accepté. Mieux vaut tard que jamais. Qui garde espoir, c'est le seul conseil que puisse donner aux Camerounais. Voilà, un bon boc. Il dit que le Cameroun est en train de changer. Je ne sais pas par quelle voie il prend. Il dit si le président était vraiment, tout le gouvernement se retrouverait en prison. Peut-être que nous ne vivons pas dans un même pays. Le Cameroun n'est pas en train de changer. Qui aurait pensé il y a 10 ans que tout un gouvernement se retrouverait en prison? C'est la faute du prison. président, mais lorsque Eric Tindé, il répond à Eric Tindé en 87, que je n'ai pas de preuves, alors que c'est à lui que sont adressés même les rapports de la centrale des risques de la BEA qui lui disent que les gens sont en train de voler de l'argent et que les citoyens ont plus d'argent que les entreprises. Je ne sais pas sur quoi il se base fondamentalement, peut-être par rapport à certains grands ouvrages, dit les plans, les projets structurants, peut-être c'est par rapport à cela, il se dit que le Cameroun est en train de changer, mais sur le fond, nous nous rendons compte encore que les mêmes choses demeurent, elles sont encore même plus graves en ce moment.
On aurait dit qu'on nous aurait appris à travers les différentes actions liées à l'opération Épervier que les gens n'auraient pas volé. Nous aurons cru dès cet instant. Mais aujourd'hui, nous apprenons que 14 milliards ont été détournés à Campos, 16 milliards ont été détournés à X, 17 milliards ont été détournés à cela, 3 milliards de fois ont été détournés par 3 employés du ministère des Finances. On a détourné ici, mais franchement, est-ce que ça a changé? Quelles sont les différentes sanctions qu'on amène? On a soulevé la question, on attendait véritablement la mise en place de CJPS, rien. CJPS 1, rien. CJPS 2, on se disait oui, on va nettoyer véritablement les fonctionnaires fictifs, que c'est toujours là. On a soulevé la question des fonctionnaires qui refusent d'aller à la retraite, c'est Grabataire qui refuse d'aller à la retraite. On a crié, on a dit oui, ça va être fait. Aujourd'hui, nous sommes où? À côté. On a soulevé la question des faux diplômes. Il était question qu'on mette les gens, ceux qui avaient les détenteurs de faux diplômes hors d'état de nuit. On a détecté X, faux diplôme, Y, faux diplôme. On a rendu public. Sous le fond, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Donc j'estime que sa façon de dire que ça a changé, j'aimerais bien me placer, avoir ces mêmes yeux pour voir. Et si l'on part sur la base du fait qu'il y a tout un gouvernement qui se retrouve en prison aujourd'hui, je crois que ce n'est pas la gloire du système en place, effectivement. C'est plutôt un signe de ce qu'on a littéralement échoué en cela, parce qu'on n'a pas mis en place des politiques publiques intéressantes qui peuvent nous amener le développement. Aujourd'hui même, on se rend compte que malgré le nombre important de ceux qui sont en prison, il y en a encore nombreux qui mériteraient de les suivre là-bas en prison, toujours dans le même appareil. C'est comme notre frère a dit tout à l'heure. Vraiment, je ne vois pas en quoi le Cameroun a changé. C'est que les Camerounais aiment qu'on leur flatte. Mais moi, je vais vous flatter toute ma vie. Je ne dois pas céder à vos caprices. Même si vous montez, vous descendez, je vais me soumettre pour qu'on regarde dans la même direction. Ne changez pas, pardon. Écoutez ce que la mère vous dit. Soyez humble dans la vie. Alors, je coupe court. Merci, Tandon. Mais Guy, alors quand quelqu'un est parti du Cameroun il y a une dizaine d'années, quand il revient, peut-être la seule belle chose qu'il va voir, c'est qu'à l'aéroport, il y a l'échangeur à la pénétrante ouest, mais sauf qu'à bien y regarder, il va bien constater qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Justement, quand j'entends ce compatriote parler, je crois qu'il parle de changement peut-être au vu de quelques infrastructures qui sont en train d'être, qui poussent du sol. Mais dans le fond, je ne pense pas que les choses changent réellement. Tout à l'heure, au début de l'émission, avec la chronique de Charles Hamel, on a parlé justement du train de vie des membres de l'État. Donc il faudrait, pour que justement le Cameroun change, revoir la qualité de la dépense publique, revoir dans quelle mesure est-ce que c'est impératif qu'il y ait une déclaration des biens des membres du gouvernement qui prennent fonction, revoir dans quelle mesure... bref, en général, que tout ce qui cause ou alors qui amplifie la crise économique au Cameroun soit éradiqué. Donc, dire que les choses changent au Cameroun, je ne pense pas vraiment. Il y a cette petite flatterie qu'on a là, justement, tu parlais de l'aéroport de Douala, ok, on voit le petit échangeur qui a été fait, mais si vous remarquez bien, c'est justement ce tronçon-là, c'est-à-dire allant de l'entrée de Douala, venant de Yaoundé, jusqu'à la sortie de Douala. Je crois que c'est stratégique. Bientôt, on a une... Non, mais Guy, c'est pas jusqu'à la sortie de Douala, c'est jusqu'à Borne 10. Passer Borne 10, Harry, il y a ça. C'est encore bloqué. Je parle justement de cet itinéraire-là. Vous entrez dans Douala venant de Yaoundé, vous avez cet échangeur-là, d'accord. Pour un étranger, on voit avec la canne qui... Encore que si on veut parler des grands projets, mais l'implémentation de la plupart de ces grands projets ne va pas jusqu'au bout, parce qu'on est avec le deuxième pont sur le Vouri, par exemple, c'est quelque chose, on ne comprend pas. Ce dont je veux parler, c'est quoi? C'est justement cette poudre de perlimpinpin. C'est quelqu'un qui entre à Douala, qui va du côté de Limbe, le stade de Yassa. Vous voyez où il est positionné. Et si tu veux aller voir un match à Limbe pour les étrangers, les touristes qui viendront sûrement au Cameroun, tu prends cet itinéraire et du coup tu te dis, ah, c'est beau Douala, mais tu ne rentres pas dans la ville. Donc c'est de la poudre de perlimpinpin. On sait peut-être à quelle fin tout ça est fait. Et puis voilà. Alors, Bombok Bengan, les grands projets structurants, la plupart vont en reculant. Il en est de l'autoroute Douala-Yaoundé. On va continuer d'en parler parce que Nganou Ndjoumessi, le ministre, nous a dit que les travaux seront livrés, je crois, en 2018, bel et bien. Il y a les deux grands stades, Olembe et Japoma. On n'est pas très sûr d'abriter la CAN 2019 à l'heure où nous parlons parce que tout est retardé. Il y a Lompanga, Menvele, Mekin et bien d'autres chantiers qui peuvent être cités comme ça, qui ne sont jamais allés jusqu'au bout, dont on n'est pas sûr qu'ils vont être conduits jusqu'à leur terme. Oui, Lompanga, Menvele et j'ajouterais également Natigal. Disons clairement que Rio Tinto Alcan, qui attendait trop
de ces investissements-là pour booster à l'UQAM, il s'est retiré. Mais pour Nachtigal, en tout cas, EDF était au Cameroun récemment, donc on nous a rassuré que... Pour vous dire que Rio Tinto Alcan est parti, et à l'UQAM est là depuis décembre 2015, le Cameroun n'arrive pas à trouver un représentant. C'est pour cela que EDF est venu. On ne sait pas comment ils vont se comporter. Mais comme vous dites, quelqu'un m'a dit dernièrement que c'est des réalisations non réalisables de renouveau. Bon, ben, après, on se trouve là. Le stade de Japoumassi sera comme celui de Limbe. On peut construire un stade, d'abord que c'est un problème, mais on oublie de construire la route qui mène vers le stade. Donc, c'est ce qui s'est passé à Limbe et c'est ce qui est en train de se passer. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons même que les Turcs qui doivent mener l'opération n'ont pas de véritable expertise en matière de construction de stades dans le monde et que c'était un consortium qui comprenait également des Américains qui devraient donc apporter leur main-d'œuvre essentiellement aujourd'hui. Donc, tout est compromis là-dessus, tout autant que le port autonome de Kribi, qui au départ devait s'appeler complexe industriel-portuaire et qui est devenu tout à fait autre chose aujourd'hui. Donc, on démarre bien, mais par la suite, on se rend compte que les choses ne sont jamais concrétisées comme on l'aurait aimé. Voilà. On va reparler de tout cela tout à l'heure, le temps donc d'aller prendre un peu de respiration pour dire que tout n'est pas fondamentalement noir. La preuve, c'est qu'au Cameroun, on s'amuse bien de temps en temps, parce que les Camerounais, comme j'aime bien le rappeler, sont de parfaits épicuriens. La preuve aussi, c'est qu'en cette matière, nous avons une belle référence qui s'appelle la Sanza Nightclub. Est-ce que tu connais Tendance? Comment tu as su? Hey. Pardon, Sam, j'étais là-bas avec ton bon la dernière fois, maman. Là-bas, on vend le bon whisky. Tu sais qu'il y a les boîtes de nous, quand tu arrives, tu bois que les whisky fort, non? Mais à toi, on ne te vend pas quand même. J'ai dit qu'à la Sanza, c'est le bon whisky qu'on vend. Ce n'est pas le whisky fort que les gens, tu viens là, on te donne le whisky. Même le bon champagne, c'est la référence. Il ne coûte même pas cher. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est ça. Donc, comme mon beau l'accompagne, généralement, moi j'aime ça, sinon on peut lui arracher. On peut m'arracher, belle femme de mon état. Très bien, nous voici donc au cœur de l'actualité de la Sanza Night Club de Douala. Sanza Night Club de Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et tous les dimanches à partir de 18h. Sanza Night Club de Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine de Douala et un billard à votre disposition. Sanza Night Club de Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne, Infoline 693 52 52 94 650 22 22 22. Voilà, vous ne cessez, paraît-il, de battre les records d'affluence au cœur de cet espace VIP, mais également réservé à tous ceux qui ont les possibilités d'y accéder. Monsieur Bertrand Ly, pour en parler, bonjour. Bonjour, Sam, à tout le panel, bonjour. Alors, le week-end aura été mouvementé, forcément, et qu'est-ce qui est prévu pour ce début de semaine? Oui, véritablement mouvementé, il faut le dire. Hein. On va partir de mercredi, ça, je vais me permettre de le dire ici, où le carton plein a été réalisé après un remake de mardi qui s'est passé du côté de Yaoundé le jeudi avec Samy Diko. C'était véritablement salué avec tout ce parterre mondain ayant fait le déplacement pour véritablement jauger, n'est-ce pas, cette nouveauté de Samy Diko. Si cela revêt véritablement ce qu'il était depuis le départ à l'entame de sa carrière et que oui, ils ont trouvé satisfaction pour ce lancement de Moulema et voilà, toute la populace présente a trouvé véritablement fière allure à cela. Le vendredi et le samedi, c'était en un point plus doute. En un point de douter, autant pour moi, n'est-ce pas, la clientèle qui a fait le déplacement a eu vent de tout ce que nous leur offrons en matière d'exclusivité et de nouveautés en termes d'animation, nos DJ performances, n'est-ce pas, qui s'amusent entre Yaoundé et Douala. On essaie de les permuter pour parvenir à donner satisfaction à toutes ces personnes-là, n'est-ce pas. Ils se sont bien
Bien sûr, avant minuit, ils sont rentrés dans leur amusement. Sur la semaine, nous sommes lundi, mesdames et messieurs, une autre vision de la chose, une autre manière de faire la discothèque, le lundi piscine party. Venez découvrir. Ne vous laissez pas raconter, ne l'écoutez d'aucune oreille. Touchez du doigt cette réalité, car une piscine installée en plein nightclub permettant, n'est-ce pas, à toute la clientèle présente, qui soit en tenue de bain, qui soit en maillot léger, c'est sans souci. Vous plongez à l'intérieur de la piscine, vous vous amusez comme vous voulez. Tout ceci, n'est-ce pas, agrémenté par la très bonne et belle musique permettant à toutes les personnes qui ne veuillent pas rentrer dans la piscine de danser vraisemblablement avec des jeux à l'appui. Le mardi, soirée Seduction Night permettant à la jeune féminine de s'amuser véritablement avec une prestation d'une artiste en neb invitée. Le mercredi Cria Show, une fois de plus, une idée créative qui se propose devant des regards de toutes ces personnes-là qui fassent le déplacement. Jeudi Fashion Night, jeudi sexy, jeudi glamour avec un défilé apparent. À la clé, une cagnotte de 115 000 francs à se partager, bien sûr, pour ces demoiselles-là qui se donnent à cœur joie, à bien s'amuser sur le pas de marche. C'est sans stress. Vous êtes forte de corpulence, petite, grande de taille, petite de taille. Vous vous amusez comme vous voulez. Le défilé, c'est à accorder à toutes ces dames-là et demoiselles qui veulent bien s'amuser. Voilà, merci. Donc, le programme, il est ainsi déroulé. Et il ne reste plus qu'à la clientèle déjà habituée et à quelques autres personnes qui sont nouvellement recrutées, j'ai envie de dire, de prendre leur plaisir. Et ça commence ce lundi, le lundi piscine party. Je crois que c'est une opération à recommander fortement aux amoureux des sensations fortes. Oui, il faut le dire, hein, Sam, les jours à venir augurent des lendemains meilleurs avec autant de nouvelles prestations qui se feront. Nous avons à la lumière du jour la fête de la musique qui arrive et je vais le dire ici, hein, pour plaire à ceux qui nous regardent et véritablement prendre ce rendez-vous. Ce sera un after avec autant d'artistes camerounais et internationaux pour vouloir satisfaire le besoin et l'envie de toutes ces personnes-là qui aiment la qualité et de la bonne musique. La bonne musique camerounaise, la musique camerounaise qui depuis quelque temps était quelque peu en décadence et qui peut renaître et revivre à travers des plateformes comme les vôtres. Merci beaucoup Bertrand Lee et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. C'est avec le Tutwala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous amènent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et tous les dimanches à partir de 18h. C'est avec le Tutwala, c'est aussi son lunch bar restaurant, ouvert tous les soirs dès 17h, avec la meilleure cuisine Tutwala et un billard à votre disposition. C'est avec le Tutwala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne, Infoline 6 93 52 52 94 6 50 22 22 22. Voilà, la Sansa, c'est également les meilleurs DJ de la place, hein, comme ils semblent très souvent se gargariser. On va prendre les tout derniers messages et aller à la fin de ce programme, qui est un programme de divertissement. Je voulais le rappeler, hein, à l'intention de tous ceux qui nous découvrent à travers le monde, parce que nous sommes en Mondovision, dont le zénith, c'est beaucoup de critiques, de causticité aussi, donc pour tenter d'agiter le cocotier et faire en sorte que les lignes puissent se desserrer pour que ça puisse bouger, changer un tout petit peu, même si on a quelquefois le sentiment que nous prêchons dans le désert. Mais nous sommes là pour cela et de temps en temps, on peut rigoler. Mais il s'agit bel et bien d'une émission sérieuse. Avec votre collaboration, vous pouvez nous faire parvenir vos messages. La preuve, quelques-uns des messages. Voilà un téléspectateur qui nous dit qu'il y a tout simplement un problème de suivi et de contrôle, de respect également du statut de la fonction publique au Cameroun. Donc, s'agissant des médecins, effectivement. Voilà, justement. Un autre qui nous dit vraiment les histoires du Cameroun me dépassent, rien n'est pris au sérieux, trop de légèreté dans la façon de gérer les choses. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse quand même payer, parce que c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le statut, la qualité de la formation. Est-ce que
Le médecin qu'on recrute, on dit médecin vacataire, à qui on donne 105 000 francs. Est-ce qu'il n'a pas le bon diplôme de médecin? Il faut qu'on me dise. Hein, non, il en a, les enseignants vacataires, Sam Séverin. C'est comme les enseignants vacataires. Le terme vacataire doit disparaître quand il s'agit de médecins. Il n'est pas permanent, Sam. On aurait dit médecin temporaire. Il fait des vacations. C'est ceux que vous retrouvez dans les établissements, comme à l'hôpital à Quintini, et qui vont officier dans d'autres formations sanitaires, Sam Séverin. Il peut aller dans le domaine confessionnel, il bosse, il va dans telle clinique, il bosse, c'est les vacations. Le statut de la fonction publique dont il fait allusion aussi parle de contractuel d'administration, c'est-à-dire vous n'êtes pas formé dans les facultés de médecine de l'État, vous n'avez pas été boursier de l'État à l'étranger, vous vous êtes formé vous-même par le point de vos parents. Lorsque vous venez, il faut juste regarder l'équivalent des diplômes, on vous met au même titre que vos confrères que vous trouvez en place. On vous appelle donc contractuel d'administration, c'est tout. Et on vous aligne à peu près sur la même base salariale. Sur la même. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes au même niveau avec les gens avec qui vous avez été recruté au même moment, au même niveau. Vous êtes spécialiste, on dit Bac plus 5. C'est au même niveau que les autres qui avaient Bac plus 5 dans les formations étatiques. Voilà, il y a donc un autre message qui est un peu dur, mais je vais quand même le lire à l'endroit des médecins. Bonjour le panel, excusez-moi, mais vous ne lui posez pas de vraies questions aux médecins. Donc, combien parmi eux savent faire un bon diagnostic? Et le téléspectateur continue en nous disant, nous savons comment les médecins sont formés à peine sortis de l'école. Ils veulent toucher 400 000 francs. Quelle honte! Aucune expérience, mais l'argent est leur seul intérêt. Sacrilège, c'est Fabrice de Logbissou. Et il finit avec qu'ils arrêtent ça et se mettent au travail. Mais dire que nous n'avons pas posé les bonnes questions, véritablement, c'est quelque peu porter atteinte il faut dire à notre personnalité. Je n'ai peut-être pas envie de le dire tendance, parce qu'il a répondu en disant qu'aujourd'hui, les médecins ne parviennent pas à envoyer faire des examens parce que la bourse de patients qui arrive est déjà pauvre. Il a en face de lui un patient qui se plaint, qui présente un ensemble de maladies, mais il a bien envie de lui donner, d'aller faire 20 examens, mais il se rend compte que même déjà là, la consultation, c'est un problème pour ce patient de pouvoir payer la consultation. Vous pensez que c'est en vous demandant cela que vous n'irez pas dire au quartier qu'il exagère, il vous fait faire une batterie d'examens alors que vous n'avez pas les moyens. Non, je pense qu'il a dit, il a répondu en disant, parfois ils sortent de leur poche même pour aider. Ils n'ont pas, mais ils sortent de leur poche. Dit qu'ils veulent absolument de l'argent. Regardez comment les autres vivent ailleurs, regardez comment les médecins vivent ailleurs, regardez comment les avocats vivent ailleurs, regardez comment les journalistes vivent ailleurs, regardez comment les techniciens vivent ailleurs, vous comprendrez que... Je crois que notre téléspectateur de Logbissou, c'est lui qui est un tout petit peu à côté de la plaque. Il n'y a pas de formation de médecin au rabais, que ce soit le centre de Messassi à Yaoundé, que ce soit même le CUS, ou même l'université des montagnes, disons, on fait bel et bien 7 bonnes années de formation, et que ce soit une formation à l'étranger, que ce soit au Mali ou en France. Je crois que c'est une profession qui mérite beaucoup de respect. Et je dois le dire. Moi, je rêve de voir l'une de mes filles devenir médecin. Parce que d'abord, ils ont vocation à sauver des vies aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas évoquer avec une telle légèreté. Et même s'ils revendiquent des salaires de 400 500 000 francs, ce n'est que logique parce qu'en réalité, ce n'est rien comparé à ce qu'ils doivent faire. Mais c'est vrai que comme dans d'autres professions, il peut y en avoir qui ne peuvent pas faire de bons diagnostics. Mais dans la plupart des cas, je crois que c'est une science et la science a ses règles. Absolument, Sam. Et l'ordre des médecins veille à veiller à la formation des médecins au Cameroun. Quand on veut avoir le diplôme, on aspire à être médecin généraliste. Qu'est-ce qu'il faut? Ils ont donné un contenu et du plateau technique et des enseignements. Ça a été équilibré et c'est pour cette raison qu'on leur a donné l'autorisation. Spécialisation. Absolument. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que un médecin, vous devez d'abord, parce qu'il parle ainsi de cours, non, même ceux qui vont en France, aux États-Unis, vous devez d'abord venir avec, je veux dire, le bilan présenté par le médecin généraliste. Vous n'allez pas chez le dentiste de vous-même, parce que vous avez mal à la dent, vous avez directement. Il va exiger qu'un médecin généraliste vous consulte, ainsi de suite. Donc c'est le médecin généraliste qui fait d'abord un premier bilan, et il vous oriente vers donc, des spécialités pour parfaire le diagnostic qu'il est en train de poser ici. Donc en fait, ça coûte cher. Ça coûte cher, il faut le savoir. C'est une cause nationale et je crois que l'ensemble des médecins du Cameroun devrait se l'approprier pour une amélioration globale du système sanitaire camerounais, bien sûr sous la houlette du ministère de la Santé.
Un autre message? Un dernier, oui, voilà, avant la critique. relatif à l'histoire du jour. Donc, un message qui nous dit pour moi, cet homme a très bien fait d'inviter cette dame. Au lieu de la laisser espérer son retour, elle va comprendre que la relation est bel et bien terminée. Donc, fini, c'est fini. Voilà, pour ressortir, je voudrais préciser à nos téléspectateurs qui nous regardent que ne vous fâchez pas si nous ne réagissons pas à vos appels, parce que le numéro que vous voyez affiché sur le bas de votre petit écran est juste là pour recevoir des SMS et non des appels. Voilà. Voilà, merci Tendance, on a terminé. De rien Samy, maintenant vous pouvez parler. Voilà, au nom de la liberté de critiquer, on parlait du système de formation des médecins aujourd'hui. Pour devenir médecin, il faut donc d'abord avoir été à l'école. Vous avez Bac+7 au bas-mont pour avoir ce diplôme-là. Et vous pouvez l'obtenir après avoir fait d'assez bonnes études. Des études, on en parle aujourd'hui. Parlant du sous-système éducatif anglophone à la faveur du début des épreuves écrites du DCE. Ça se déroule depuis ce matin sous très forte protection, on va dire policière à Boya et Bamenda, malgré le mot d'ordre de boycott qui a été lancé par quelques protestataires de ce côté-là. Et c'est à ce niveau qu'on veut s'attarder en cette fin d'émission pour indiquer simplement que la crise anglophone, ce qu'on a appelé la crise anglophone globalement, a été galvaudée et assez mal gérée par les plus hautes autorités, y compris donc les autorités du département de l'éducation. On veut évoquer ici le ministère des enseignements secondaires, mais peut-être aussi le ministère de l'enseignement supérieur, parce qu'on se rappelle qu'au tout début de cette crise, Jacques Famendongo avait commis une erreur qui n'était pas d'aller dans le sens de ce qui avait été demandé par ceux qui faisaient ces revendications. Conséquence, aujourd'hui, on est en droit d'avoir des diplômes au rabais parce que le sous-système anglophone ne permet pas qu'on puisse composer en deçà des 540 heures de cours. Mais le gouvernement a tout fait pour qu'il y ait ces examens de cette fin d'année, malgré tout. Bon, tout le monde, imaginons que tout le monde aura donc son diplôme de DCE en cette fin d'année, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Après, il va falloir aller à la rentrée scolaire prochaine. Après, il va falloir réexaminer dans le fond ces questions qui ont été posées par ceux qui voudraient voir ce système reformé totalement. On pense à ce qui avait été fait en 1963 par le président Ahidjo, repris en 1977 avec la création du lycée bilingue d'application de Yaoundé. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, devraient pouvoir revenir sur la table. Mais dans quel cadre, autour de quelle plateforme, qui sait? Ce n'est pas moi, sans doute, c'est forcément celui-là même qui a entre ses mains les clés de la gestion globale du Cameroun. Merci, c'était le Zénith de ce lundi. Très bonne suite des programmes sur Equinox.